Le silence est demandé pour le verdict. Monsieur Lefebvre, par les pouvoirs qui me sont conférés et en accord avec le jury ici présent, vous avez été désigné coupable de toutes les charges à votre encontre. Pour être honnête, je ne sais pas comment vous pouvez encore vous regarder dans une glace étant donné votre passif, mais sachez que si cela ne tenait qu'à moi, la sanction serait encore plus lourde. Vous méritez tout ce qu'il y a de pire dans ce monde, car vous représentez tout ce qui devrait être puni. Artistiquement, vous n'êtes qu'un médiocre prétentieux, envieux d'un rêve que vous ne pourrez jamais accomplir. Et humainement, l'un des pires salopards qu'il m'ait été donné de juger, mais ça, tout le monde est au courant, bien sûr. Alors, avec votre réputation, oser parler d'un des visages de la honte sur YouTube par-dessus le marché est une provocation que je n'accepterai pas. C'est pourquoi je vous condamne non seulement pour inhumanité envers votre prochain, mais aussi pour cette minable tentative de parler du dénommé Shia LaBeouf au travers de votre documentaire. Vous serez donc placé sous suivi psychiatrique toutes les semaines, à compter d'aujourd'hui, et puisque vous aimez tant vous comparer à un écrivain, je vous laisse écrire sur Monsieur LaBeouf. Mais vous devrez y ajouter toute une partie sur vos propres démons. Avec un peu de chance, cela vous aidera peut-être à vous amender. En ce qui me concerne, vous n'avez plus votre place dans cette société, Monsieur Lefebvre. Silence dans la salle. Vous n'aurez aucun soutien, aucun ami dans cette industrie. No friends in the industry, my brothers been my brothers, man, you niggas ain't no kin to me, a fact. Whoa, yeah, you heard about me, you don't know me more than that. Yeah, I know hey. Et vous trouvez ça drôle? Vous avez quelque chose à dire par hasard? Ah bah maintenant que t'en parles, Franck Caprio, ouais. J'ai peut-être 2-3 suggestions, hein. À la place de toutes tes conneries là, je pourrais pas faire la critique du spin-off de The Walking Dead, non, sur Daryl Dixon? Ah non, parce que ça me ferait réfléchir. Vous venez de passer de 4 à 8 semaines de psychiatrie obligatoire, Monsieur Lefebvre. Quoi? C'est pas ce que vous attendiez? Allez, je suis prêt à ne plus insulter mes collègues s'il faut. Voire même, quitte à parler Shia, je peux le faire sur fond bleu. Hein. Débarrassez-moi de ce Oula, non, attention camarade, ça peut très vite terminer en thread sur X cette histoire. Débarrassez-moi de ce cancer, tout de suite! Allons, silence! Comment a-t-on pu en arriver là? Non, pire, comment j'ai pu en arriver là? Oh, et puis merde, rien à foutre. Paria, solitaire, calculateur, arrogant, prétentieux, égocentrique... Tout ça, je l'ai été. Alors comprenez bien que pour parler d'une telle tourmente, vous ne pourrez pas trouver pareil narrateur. Ouais, tu m'étonnes qu'avec un sujet comme ça, je me fasse encore adorer, moi. Car en 2023, à une époque où exprimer son avis relève presque de l'héroïsme et où l'honnêteté peut d'un claquement de doigts se retourner contre vous, qu'il semble difficile de relater l'histoire d'un paria. À moins d'être un paria vous-même. Ainsi s'écrivent les premiers mots de mon ultime chapitre. Narrer l'histoire torturée d'un certain Shia LaBeouf, icône d'Hollywood devenu visage du cinéma indépendant, entre gloire et déchéance. Longtemps, je me suis demandé s'il était possible de parler d'un homme ayant sombré dans l'impardonnable, déchiré entre Dr Shia, fascinant dans sa démesure même si indéfendable par moments, et Mr LaBeouf, le comédien, demeurant peut-être plus grand coup de cœur de mon aventure cinématographique. Je pense que c'est très travaillé finalement. Il va s'en occuper, il y aura plus de problème. Ça te dérangerait de fermer ta gueule? Il a raison, allez, casse-toi de cette baraque. Il a l'air très instinctif. C'est un peu paradoxal. Il a l'air de travailler, mais il a l'air très instinctif. Je pense que c'est un mix des deux, ouais. Shia LaBeouf, en 3 mots, ça serait investissement, je dirais également passionné, et je dirais surtout artiste. Il s'amusait beaucoup, c'était un petit diable. Je voudrais bien réussir moi aussi à me faire un nom. Il faut savoir courir pour échapper à d'éventuels ennemis. Il faisait n'importe quoi, et c'était hyper fun à faire, hein. J'en ai des bons souvenirs. Adulé, conspué, moqué, mais posant une empreinte indélébile au cœur du 7e art et de toute une génération. Comédien dont l'âme semble pourtant si froide, dure et meurtrie qu'il me fit encore plus penser à moi. Toute proportion gardée. C'est pourquoi aujourd'hui, à une heure où tous les sujets ne semblent plus bons à discuter et où la bien-pensance, la censure et le blacklisting prennent le pas sur l'information, je me permets dernier coup d'éclat. Diagnostiquer et rétablir la vérité sur Shia LaBeouf via plusieurs questions. Peut-on redorer le blason d'un des acteurs les plus talentueux et sous-estimés de son temps ?
Peut-on accorder le pardon et ou la rédemption au moindre d'entre nous? Peut-on rester admiratif d'un artiste tout en méprisant certains de ses actes, mais en espérant toutefois qu'il trouve forme de paix intérieure, conscient de déboires sordides avec la justice devant être révélée, mais sans occulter notre attente d'une guérison? C'est tout ça, le dernier des 3 travaux de celui que vous nommiez Valou, mais qui ne sera plus ici que Valentin. Le Valentin clamant par cette étude un artiste au-dessus de la moyenne, et aussi génial que Borderline. Il y eut Chris Pratt, il y eut John Berntal, mais si quand je serai grand, je pouvais cette fois sauver Shia LaBeouf. Tout commence en 1986. Maverick décolle pour la première fois dans les airs. Ripley s'acharne contre une reine xénomorphe, et Brundle devine un léger problème de peau. Mais dans la Cité des Anges, un certain 11 juin, un autre tournant viendra faire basculer l'avenir du cinéma. Issu d'une famille vivant dans la pauvreté de Los Angeles, le jeune Shia voit le jour auprès de Jeffrey et Shaina LaBeouf. Son père étant un vétéran du Vietnam, alcoolique et accro à l'héroïne reconverti en clown professionnel, tandis que sa mère, danseuse n'ayant jamais atteint le statut pro, jongle entre plusieurs petits jobs, parfois aussi dans l'art. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son enfance ne fut pas comme toutes les autres. Malheureusement pour lui. Virulent avec son fils, Jeffrey emmène Shia dès l'âge de 7 ans à ses réunions d'alcooliques anonymes. Par exemple, les souvenirs de la guerre continuant de le hanter, braquant même une fois son enfant avec un revolver sur la tempe, alors pris d'une crise de panique. À 9 ans, il assiste à l'agression d'un homme sur sa mère, ce qui lui vaudra de dormir pour le reste de ses nuits avec une arme à feu sous son oreiller. Ses premiers pas de clown se feront d'ailleurs loin des séries, mais déguisés dans la rue, aidant ses parents à vendre des hot dogs pour arrondir leur fin de mois. Et quand on imagine que ça ne pourrait pas être pire, même si Shia admettra avoir eu une enfance qu'il considère comme plutôt heureuse, ses parents divorcent alors qu'il n'a que 10 ans, son oncle imaginant même l'adopter faute de mieux. C'est ici que, promis à un avenir compliqué, le jeune homme fera pourtant une rencontre décisive, changeant à jamais son existence. Et j'avoue que celle-là, on l'aurait pas vu venir. My name is Sean Tuvey. I play Brian Cooper, who is Jane Seymour's adopted son on the show. Oui, qui aurait pu croire que Dr. Quinn, ou plus particulièrement le jeune Brian Cooper, deviendrait tremplin amenant Shia aux portes de la gloire. Faisant la rencontre de Sean Tuvey, acteur de la célèbre série télévisée, son amitié avec lui l'amènera à une révélation. Si ses parents furent pourtant du milieu artistique, le projet se fait ici. Son but est simple, aider sa famille coûte que coûte en devenant enfant star, idéalisant tout l'argent que cela lui rapporterait, permettant par la suite de payer les factures. C'est ainsi que, pétri de talent, il montera pour la première fois sur scène à peine 10 ans, jouant tout un tas de sketchs, la plupart du temps dans la peau de ses géniteurs, avant de toucher ses premiers dollars pour une pub Oreo en 1997. Habitué à faire le clown depuis l'enfance et vivant avec son père depuis ses 12 piges, il n'est pas que mort de faim, il est aussi déjà talentueux. You kids are eating lots and lots of Oreos. Heureux mais pas rassasié, le jeune prodige se dit alors que pour réussir dans le milieu et profiter de chaque opportunité, c'est peut-être pas plus mal de tenter le tout pour le tout avec une paire de burnasses énormes. Sans crier gare, il appelle donc une agence de jeunes talents en se faisant passer lui-même pour un agent, incitant plus que jamais à embaucher un génie précoce nommé Shia LaBeouf. Pas dupe, comprenant la combine, mais séduite par l'originalité de la demande, elle lui laissera du fait plusieurs chances via quelques petits rôles de série, comme X-Files ou face au Dr Carter dans Urgence. Peu de temps, 2 années pour être exact, avant que la consécration ne vienne pointer le bout de son nez. Je me suis amusé, comme souvent on me donne des rôles où il faut vraiment avoir du fun. Qu'est-ce que tu fais accroché là-haut, toi? Je me remonte les bretelles. Il y a un level, quoi. Je crois que c'est son premier gros tournage. Ce qu'il proposait, c'était un mini Jim Carrey.
Succès phénoménal sur Disney Channel de 2000 à 2003 et ponctué par un téléfilm de vacances, Shia devient Louis Stevens, jeune trublion immature et paresseux d'une famille de Sacramento, perdu entre volonté de rendre le quotidien de sa sœur infernal, vie typique d'adolescent et histoire amoureuse. S'il survit difficilement avec le peu d'argent que Disney lui donne à cette époque, et troublé par la présence récurrente de son père sur les plateaux, son talent devient toutefois reconnu à travers le monde. Centré sur un humour burlesque, empilant gags et autres mimiques fortes, dont il eut toujours l'habitude étant jeune et que de très nombreux collègues verront en lui même en dehors des prises, le potentiel à la fois comique mais aussi global de Shia se dévoile au fil des épisodes. Guignol poétique et bien moins idiot qu'il n'y paraît, en particulier concernant ses relations avec les autres, il fut premier socle, me faisant découvrir et adorer instantanément le jeune homme. Alors à peine plus jeune, je me devine dans son attitude, son regard. Moi aussi clown de cirque insupportable mais attachant, vocation ayant fait les belles heures de ma jeunesse tout autant que celles de Disney Channel et même France 2 avec les Stevens. Sans le savoir, je prends déjà exemple sur un showman défrayant la chronique, enflammant mes journées télé et me donnant pour la première fois envie de suivre une carrière avec assiduité. Pour lui, c'est d'ailleurs un événement pour lequel il se verra récompensé. Un Emmy Awards du meilleur interprète dans une série pour enfants en poche, toute une renommée à construire et des souvenirs pour sa voix française de l'époque, Donald Renew, nostalgique de Shia. J'adorais, voilà, comme je disais, ce côté Jim Carrey, ça m'a vraiment embêté de pas le continuer derrière. C'était vraiment dommage, quoi. C'était une série sur le long cours et que c'est pas comme maintenant où tu fais une série pour Netflix où t'as 3 dates, parce que c'est une série de 10 épisodes et que t'attends un an après pour avoir la série, la saison d'après. C'était une époque où on faisait pendant des semaines, des mois, peut-être même des années, ça s'arrêtait jamais. Donc c'était cool, j'étais content de le faire, de le retrouver régulièrement. Je suis pas quelqu'un de rancunier dans la vie, mais ça me casse les couilles quand on m'enlève un personnage avec lequel je m'amuse beaucoup. J'ai pas envie de regarder les films et de me dire « Ah putain, j'aurais adoré faire ça ». Parce que j'aurais adoré faire ça. Donc je m'inflige pas ça de la même manière que j'ai arrêté de regarder les Spider-Man quand c'est passé sur Tom Holland. C'est au-delà de mes forces, je peux pas le regarder. Maman est un sénateur de l'État. Et papa est un célèbre avocat. Denis est un très bon sportif en tout. Et toi, tu réussis tout ce que tu fais. Tu as ton truc, toi aussi. Toi, tu fais rire. Reese dans Malcolm, Robin Trépide dans Kim Possible, c'est le même genre de gogol, et c'est cool, c'est trop cool à jouer. Et c'est pour ça que ça m'a embêté de l'arrêter, c'est parce que je me sentais vraiment à l'aise dessus. Je pense que j'apportais quelque chose de fun dessus, qui était cool. Ce qui était d'autant plus rageant, c'est que je sortais de la guerre des Stevens, et on m'appelle sur un jour pour faire un film annonce. Et là, j'arrive, et putain, c'est lui. C'était sur Paranoïaque. Et apparemment, on me dit qu'il y avait une équipe avant qui avait fait la première bande-annonce, et le client leur a mis dans les dents en disant non, ça ne nous va pas. Et ils ont changé tout le monde. Et c'était une période où il y avait certaines majors qui disaient que sur la carte d'identité, il fallait avoir le même âge que l'acteur en VO. D'où le fait que j'ai doublé un jour Channing Tatum. Voilà, ce qui était n'importe quoi. Et sur Shia, ils m'ont dit on a préféré ta bande-annonce, mais on va pas te prendre parce que tu vas avoir une maturité de jeu parce que t'es plus vieux de 2 ans que l'acteur américain. Et je l'ai perdu à cause de ça. Je l'ai perdu à cause d'un décisionnaire qui a dit ah non, il a 2 ans de plus, on va sentir une maturité de jeu, on le prend pas. Et du coup, j'ai perdu le suivi, et sur Transformers, je l'ai pas fait, et là, c'était fini. C'est pour ça que j'ai eu le seum, c'est que il y avait pas de raison que ça s'arrête. Là, aujourd'hui, c'est Jim qui le double, et qui le double très bien d'ailleurs. T'es grillé, je t'ai vu, Greenwood. Vaut mieux pour toi que tu sois pas dans l'annuaire. Je trouve ça normal que s'il continue à tourner, on l'appelle en premier. Maintenant, je l'ai doublé aussi après, c'est un film avec Redford. J'étais très content de le faire, et j'ai toute légitimité aussi à le faire, mais je vais pas courir après le rôle parce que aujourd'hui c'est Jim qui a le lead. De la même manière qu'avec Miles Teller, c'est Gauthier qui le double. Je l'ai fait sur Top Gun, mais pour moi c'est Gauthier qui double Miles Teller. Devenant figure d'un comique puissant pour ses partenaires, de nombreuses personnes salueront également l'alchimie parfaite entre celui-ci et, par exemple, Christy Carlson Romano, incarnant sa sœur, Ren, au point que beaucoup les pensaient réellement de la même famille. Leurs 2 pouvoirs s'assemblent avec brio, et ce, dès leurs auditions, Shia étant d'une confiance en lui extrême, toujours drôle, amusant, là où Christy se voulait plus calme, plus posé, et donc excédé par son comportement face caméra, mais appréciant grandement ce côté feu follet dans les coulisses très différent de sa personnalité. Il était, je cite, comme un Johnny Knoxville, extrêmement cocasse, fou, sauvage et intelligent. Une situation qui évoluera, toutefois, au fil des ans, les 2 acteurs prenant chemin de vie opposés.
au point que les histoires de Louis et Ren devenaient selon l'actrice de plus en plus distantes, supposant que les scénaristes eux-mêmes avaient capté cette osmose moins présente qu'auparavant. Choquée devant Honey Boy, ne pensant pas avoir joué avec un jeune tant traumatisé, même si on reviendra en détail sur ce film plus tard, elle racontera ne plus être en lien avec le comédien depuis des années, même si ne reniant ni l'affect qu'elle eut pour lui, ni pour cette belle aventure, se souvenant d'un Shia aussi bizarre que protecteur envers elle lors du peu de fois où leurs routes se recroisèrent par la suite. Mais de retour en 2003, arrêt définitif de la série ne rime pourtant pas avec au revoir au studio Disney. Bien au contraire, sentant que son visage, son charisme et sa fougue peuvent l'emmener loin, il sera à l'affiche de plusieurs productions de plus ou moins grande importance les années suivantes. Et parmi elles, une œuvre le mettra sur orbite cinématographique. La morsure du lézard. It was a 5-pound sack, and he claims to have eaten it all. But it was only half full when I got it. And there's a lot in my hole, you could check that. I will. Is amazing. That's incredible to me for a kid who came off Disney to watch John Voight sit here and act with you is amazing. You know, it's a dream come true. Partageant l'affiche avec celui qui deviendra son mentor, John Voight, tout autant que Sigourney Weaver ou Patricia Arquette, sa présence lui donne aussitôt un nom dans la sphère hollywoodienne, passant de star du petit écran à jeune premier des salles obscures. Mieux, au-delà d'un rôle taillé sur mesure pour ses capacités comiques, dramatiques et son jeu tout en nuances, sa prestation le fera taper dans l'œil d'un petit réalisateur indé, assez peu connu, papa entre autres d'un requin tueur, d'un extraterrestre adorable et de dinosaures plus vrais que nature, j'ai nommé Steven Spielberg. Impressionné par Shia, celui-ci lui proposera alors différents rôles majeurs dans des productions sur lesquelles il travaille. Mais avant ça, notons tout de même que le mindset du jeune homme évolue déjà en même temps que sa carrière. Ayant une toute nouvelle vision plus artistique du milieu, en travaillant avec Voight et Weaver, il comprend enfin que le monde du cinéma n'est pas qu'un salaire, mais bien une passion nouvelle. On le remarquera d'emblée par des choix différents, prenant des risques à travers second rôles plus complexes et sombres que ses expériences Disney, et ce bien avant son virage d'auteur réel. De 2004 à 2007, il sera donc Chaz dans Constantine, Cooper dans l'excellent Bobby, le jeune Dito Montiel d'Il était une fois dans le Queens, campant la version jeune d'un Robert Downey Jr. étincelant et rôle tentant d'ailleurs de se rapprocher d'un père reculé, comme un symbole, ou encore le sidekick hilarant de Will Smith dans le génial et futuriste iRobot. Grand amateur de science-fiction et du bonhomme depuis toujours, le vidéaste Citizen Frame nous raconte cette première évolution. Moi, Shia LaBeouf, je l'ai rencontré par rapport à La Guerre des Stevens, donc Drôle de frère. C'est un artiste, donc c'est un acteur que j'ai vu évoluer et qui m'a tout de suite plu. C'est vrai qu'effectivement, on sent quand même qu'il y a une envie de faire quelque chose de différent que faire des gros blockbusters, etc. Je pense que c'est un mec qui avait quand même envie de tester pas mal de choses. Et c'est quelque chose qu'il va pouvoir faire assez simplement avec des œuvres comme Constantine, avec des œuvres comme iRobot, même si sur iRobot, il n'a pas un rôle principal non plus. Alors, on est quand même sur une œuvre adapté d'Isaac Asimov, avec Will Smith, un gros casting. Il y a quand même tout un récit derrière, toute une symbolique derrière le film iRobot. Spoon, watch out, man! Hey, pull up. Oh, mother damn, she just shot at you with her eyes closed, Spoon. Hey! Did you just shoot at me with your eyes closed? Well, it worked, didn't it? Spoon, she is shit hot, man. You gotta come to the work for me. She is... Stop cussing. And go home, I got you. Et c'est quelqu'un qui va faire ce genre de choses assez jeune, et même en plein boom autour de Transformers, avant et même après en fait. Si Disney reste évidemment dans sa vie, lui attribuant premier rôle d'un parcours de légende en 2005, réalisé par le seul et unique Bill Paxton, mais immense flop à sa sortie, on devine cependant les prémices d'une carrière qui ne cessera de nous surprendre. Mais pour l'heure, et malgré les déboires toujours aussi pesants de son père, notamment vu bourré sur le tournage de La Morsure du Lézard avec des vues sur Sigourney Weaver, le moral professionnel, lui, est au beau fixe. L'œuvre rapporte 71 millions de dollars à travers le monde pour à peine 20 millions de budget, entre autres, et Shia se mue en l'espoir devant tout casser. Steven Spielberg, lui, en rampe de lancement l'amenant aux portes de la gloire. Que l'on parle production minime ou énorme blockbuster, et pour sa première pépite, autant vous dire que j'ai les larmes aux yeux. L'essence d'une nostalgie. Remake déguisé de Fenêtre sur cour réalisé par DJ Caruso sous la bannière de DreamWorks Pictures, société de Spielberg, Paranoiac est l'un des deux films de 2007 voyant à jamais Shia LaBeouf changer
2 dimensions. Plus intimiste que l'autre, et en même temps l'autre c'est Transformers, Louis Stevens devient Kyle Brecht, jeune assigné à résidence aux prises avec un serial killer habitant devant chez lui, entre thriller, horreur et teenage. Habilement mis en scène, efficace dans sa tension et témoin direct du virage pris par l'acteur, on le retrouve à la fois dans son registre comique, mais aussi dans des tonalités plus adultes, plus sérieuses, et ô combien plus émouvantes, poétiques, ce serait le mot. À la fois dans la complexité de son personnage, mais aussi dans la nostalgie avec laquelle Caruso capte parfaitement ce que doit être son film, et ça pour l'éternité. Une lettre d'amour au monde des années 2000 est peut-être l'exemple absolu du teenage movie millénial par excellence. Bande originale punk rock en symbiose parfaite avec le genre, direction d'acteurs remarquables laissant part belle au talent d'improvisation de Shia. Sorry, I thought you heard me. I'm sorry. It's fine. I didn't hear you like a ninja. I would riff around like she's like a ninja. And you just say, oh, go say it. Oh, riff. Ou même bascule totale dans l'émotion par un simple jeu de regard, Caruso offre un film autrement plus intelligent qu'il n'y paraît. Techniquement bluffant dans son utilisation de l'image, des médias et des appareils filmiques, mais aussi dans son rapport à l'humain. LaBeouf, lui, impressionne par sa liberté. Une liberté d'action, de sensibilité, et de jeu totalement inédite. Son monologue face à Ashley, entre amour de jeune adulte et discours prenant sur les mœurs d'adolescents, me frappe alors toujours en plein cœur. Sublimé par les notes de This World Fair, le temps s'arrête. Kyle se déclare, et nos belles années défilent devant nos yeux. Messieurs, dames, voici pour moi premier chef-d'œuvre signé Shia LaBeouf. You do this thing where it's like an OCD thing, but it's not. It's whenever you're leaving your room, you grab the doorknob and you turn, you're getting ready to leave, but you don't. You stop and you back up and you turn to the mirror and you stare at yourself. But it's not like a, I'm so hot type of stare. It's more like, who am I really? And ask yourself that. I mean, that's it's so cool. Also, you look out the window all the time like I do, only you're looking at the world, Trying to figure it out, trying to understand the world, trying to figure out why it's not in order, like your books. I'm only looking at you. That's either the creepiest or the sweetest thing I've ever heard. Don't make me wait, honey. Don't make me say it out loud. Si je témoigne autant mon amour pour Paranoiac, c'est bien parce qu'au-delà de ses 120 millions de dollars au box-office, carton gigantesque quand on pense aux 20 millions investis, plusieurs interprétations peuvent se faire entre l'œuvre et l'homme. Avec Disturbia, de son nom original, on devine déjà film profondément ancré dans l'esprit des années 2000, celui-là même rendant nostalgique toute une génération, dont la mienne, fer de lance du fameux « C'était mieux avant ». Shia reconnaissant d'ailleurs se définir comme un nostalgique de l'instant, faisant partie de notre culture, nous qui aimons tant les suites, remakes et autres vestiges du passé. Je pense notamment au titre final du métrage, One Man Wrecking Machine, dont le texte fait clairement écho à cette envie de voyager dans le temps, revivre nos meilleurs moments, tout en ayant conscience de la douleur et de la destruction que pourrait provoquer un tel acte. Étant un nostalgique maladif depuis jeune, capable d'avoir le plus grand des sourires devant Paranoiac tout autant que de fondre en larmes devant celui-ci, je ne peux que vous le confirmer. Embrasser cette voix, revoir les grands moments de son existence à l'époque du métrage, c'est accepter de ne jamais laisser mourir une partie de soi. Mais c'est aussi prendre le risque de la voir vous dévorer au fil du temps. You're my hero. Nous pouvons aussi voir en l'emprisonnement de Kyle, même type de détention que LaBeouf pouvait ressentir avec Disney et ses blockbusters, même s'il ne s'agit là que de mon interprétation moderne. Comme si au regard de sa carrière, mais en 2023, évidemment, Shia finissait par échapper aux grosses productions une fois son bracelet électronique désactivé. Image symbolique d'un homme entamant alors son virage vers l'indépendant,
l'auteur et la liberté artistique représentait une fois son personnage dehors. C'est pour toutes ces raisons que Shia prit très vite une place considérable dans mon cœur, me voyant en lui, ayant suivi cette consécration, et comprenant son langage comme s'il me parlait, reflétait une partie de moi, sous le charme total de ses prises de risques, et symbole d'un moment de mon existence que je chérirai toujours via Paranoiac. 120 millions de dollars. Oui, c'est ce que le film rapporta à travers le monde. Et c'est pourtant loin, très loin des sommes astronomiques que l'acteur engrangera par la suite. Robots, aliens, thriller musclé, bienvenue au cœur d'un Hollywood pliant le genou face à sa nouvelle idole. Trilogie Transformers, Michael Bay à la réalisation, Spielberg à la prod et 2,6 milliards de dollars de recettes à travers le monde, conclu par une popularité hallucinante à seulement 22 ans. L'œil du mal, retour avec DJ Caruso, tonton Spielberg encore présent pour son poulain, et 180 millions de dollars au box-office pour un budget bien plus limité. Et enfin, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, le voyant devenir, s'il vous plaît, fils d'Harrison Ford. 790 millions de dollars dans la musette, soit pas loin de 4 milliards tout confondu, et en seulement 4 ans. Coqueluche du milieu et véritable phénomène, il est devenu le futur. En 2010, il est tout simplement l'acteur le plus rentable de la planète, enchaînant les interviews, les contrats et les billets verts. Présentation du Saturday Night Live dans les mêmes années, nombreuses couvertures de magazines prestigieux, si la suite de Wall Street est un échec aussi bien commercial que critique, même s'il aura privilège de jouer pour un grand nom comme Oliver Stone, Shia se trouve désormais sur le toit du monde. Mieux, ses prestations sont elles aussi savoureuses. Si Transformers jongle régulièrement entre chaud et froid selon ses opus, force est de reconnaître bond en avant considérable d'un point de vue technologique. Effets spéciaux et actionneurs efficaces mettant Sam Witwicky et sa comparse de l'époque, Michaela Baines aka Megan Fox, en valeur. C'est aussi un tout autre environnement pour le comédien. Contrairement à ses précédents travaux, il devient cette fois héros d'un film de grande envergure. Et qui dit envergure dit cascade à gogo, implication physique et tournage intensif. Si vous ne le saviez pas, c'est Lorenzo Di Bonaventura qui conseilla LaBeouf à Michael Bay après avoir réalisé Constantine, voyant déjà en lui quelqu'un aux épaules capable de tenir ce genre de projet. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Bonaventura et Spielberg avaient raison. Si le spectateur retient plus l'essence d'un film d'action magique visuellement, Shia offre ce point de repère humain, attachant, et via lequel l'audience parviendra à s'identifier. Bon, je suis d'accord, c'est pas pour autant révolutionnaire. Très loin de ses futures grandes réussites d'acteurs et même de certains rôles plus ambitieux de l'époque, la trilogie valant surtout pour son premier acte, même si j'avoue affection particulière pour sa conclusion, mais restant toutefois parmi les grands faits d'armes de Shia, moment ô combien important, dans le bon comme dans le mauvais, de sa carrière. Transformers, moi personnellement j'aime beaucoup Transformers, on va pas se mentir. Michael Bay, c'est pas n'importe qui en plus, t'as quand même un grand réalisateur, ou en tout cas un réalisateur assez populaire dans les fin des années 90, Armageddon, Rock, etc. Forcément d'avoir un jeune Shia LaBeouf accompagné d'une jeune Megan Fox qui sont les leads principaux sur un tel film, bah ça a été un vrai pari. Et même si ça l'a bien éclaté, je pense qu'il s'est juste bien éclaté sur le premier, et qu'au final, les autres, il les a plus fait parce qu'il était engagé sur quelque chose, mais qu'il n'a pas vraiment pris un plaisir au même niveau que sur le premier film, en fait. C'est un acteur qui le dit lui-même, Transformers 2, il n'a pas pris spécialement de plaisir à le faire, et Transformers 3, rien que voir les interviews, il le dit direct, pour lui, c'est terminé, il ne refera pas Sam Witwicky, il en a assez fait, et il avait plus spécialement envie de jouer ce rôle. Et je pense que c'est une des raisons qui ont fait que sa carrière a bien évolué aussi et qu'elle a pris un virage très différent de ce qu'on aurait pu imaginer. En attendant, ses œuvres restent d'énormes succès commerciaux, lui offrant possibilité d'une reconversion qui ne se passera pas tout à fait comme prévu. Et pourtant, il y avait un vrai potentiel. You're a teacher? Part-time. Nous sommes en 2008.
1 an après Transformers et 1 an avant sa revanche. Autant vous dire que le gamin de Los Angeles est partout. Devenant fils d'un des plus grands personnages du cinéma d'aventure, sachez qu'à l'origine, le retour d'Indiana Jones devait se faire non pas avec un, mais une enfant. Rôle initialement prévu pour notre Padmé intergalactique, Nathalie Portman. Toutefois remplacée par Shia, avec l'appui de Spielberg, il est d'abord très emballé à l'idée de rejoindre la distribution du film, signant son contrat sans même lire le scénario. Afin de rentrer dans le personnage de Mutt Williams, il subit un entraînement drastique. Qu'il soit physique, prenant plusieurs kiltars de muscles pour l'occasion. Combien ? Je dis 9 kiltars de muscles. Mais aussi au sabre, au couteau, et ce pendant plus d'1 an et demi. Là-dessus, comprenez bien qu'avec un enjeu bien plus important que pour Transformers, le poids du métrage est ici énorme, et accompagné d'une gigantesque responsabilité. Jouer l'héritier d'Harrison Ford, c'est accepter de faire partie d'une histoire inoubliable. D'une pop culture représentant les plus belles heures du cinéma d'aventure, et d'une possibilité d'en être le futur visage. La pression est donc palpable, les fans aux abois, en particulier 20 ans après le dernier volet de la franchise. Et pour être honnête, si l'œuvre ne sera pas exempte de défauts, loin de là, la relation père-fils entre Indy et Junior sera l'une des qualités du film, à la fois cohérente mais aussi poétique, crédible et offrant continuité et fin bien plus pertinente que celle laissée en 2023 par sa suite. Pour l'anecdote ironique du jour, rappelons que son seul moment émouvant sera celui où Indy discute du destin funeste de son fils. Paradoxal, quand on se rappelle à quel point le crâne de cristal faisait office de vilain petit canard, pour aujourd'hui devenir unique ressort donnant intérêt à son 5e acte. Dur, mais réel. Did he sign up to please you? No, he signed up to piss me off. How would you have stopped him? I told him he was gonna die. Là-dessus, je me suis demandé ce qu'Alexis Thomasian, comédien et voix française de Shia sur Indiana Jones ou encore iRobot, avait pensé de cette expérience, et de l'avenir que l'enfant de Los Angeles aurait pu avoir dans la franchise. iRobot, quand je suis arrivé et que j'ai découvert le perso, c'était très très rythmé. Il arrivait avec un débit de ouf. Il parle super vite à Will Smith. Eh mec, file-moi les clés du cul, merde, et tout là, tac tac. Et ça rebondit. C'est assez précis. Il fallait être très attentif parce que il débite, et en même temps, dans son jeu, ça passe d'une idée à l'autre. C'est assez subtil, les regards. Il passe d'une idée à l'autre constamment. Il faut bien saisir toutes les nuances, toutes les subtilités, bien regarder ses yeux, son attitude, la gestuelle. Et tout ça, c'est très agréable quand on est comédien. Plus il y a d'informations comme ça, plus le jeu peut être varié, et plus c'est précis en fait, et ça demande du travail, mais c'est ce qu'on aime faire, quoi. Vous savez, pour un vieux, vous vous battez bien. Merci quand même. Vous avez quoi, 80 ans? J'ai bien aimé ce qu'il a proposé, le côté, entre guillemets, branleur qu'il a incarné. J'ai bien aimé ça, ouais. C'était très agréable à faire en tout cas. Désinvolte, aventureux, téméraire, c'est des choses agréables à jouer en fait. C'est des attitudes moi qui me parlent, que j'aime. Enfin bon, mais après tout parce que c'est mon travail, c'est ce que je kiffe. Donc même si ça avait été un personnage très guindé et tout, j'aurais kiffé de la même façon, chercher et puis réussir à le faire. Mais oui là, clairement c'est le type de personnage où je suis à l'aise dans Indiana Jones. Ça me plaît, ça me parle. Donc ça demande du travail parce que c'est précis, mais c'est le genre de personnage avec lesquels je suis à l'aise. Ouais. J'aurais trouvé ça intéressant de creuser le duo Harrison Ford Shia LaBeouf, LaBeouf. Toutes les prononciations sont possibles. C'est ce qui rend ce mec incroyable. Dans l'absolu, ouais, j'aurais aimé voir comment ils auraient pu faire évoluer leur relation, leur duo. C'est de comédiens formidables. Donc il y avait sûrement une infinité de possibilités de les faire bosser ensemble sur plein d'aspects intéressants, quoi. Il aurait pu camper la relève, ouais. Je pense qu'il en avait et qu'il en a toujours le talent. Après, sa vie personnelle, ses déboires, j'ai pas suivi, mais en tout cas, en tant que comédien, de ce que j'ai vu, il y avait, et je pense qu'il y a toujours, ça s'en va pas, un potentiel, une qualité de jeu qui fait que ce mec aurait pu et devrait encore, je sais pas où il en est, j'ai pas suivi, mais ouais, je pense qu'il avait clairement les épaules pour faire de grandes choses, ouais.
À l'aise en aventurier novice, tantôt classe, tantôt espiègle, et dont la relation avec Indy et Marion se distingue habilement d'autres pistes narratives plus hasardeuses, les critiques seront cependant mitigées, à la limite du désastre à sa sortie, validées par certains, mais conspuées par beaucoup d'autres. Dommage, tant à mes yeux il pouvait y avoir potentiel à exploiter, Shia s'adonnant déjà à plusieurs styles cinématographiques. C'est là que, justement, la corde lâche. Car non, si vous n'étiez pas convaincu du rendu, sachez que lui non plus. Et il ne se privera pas de le dire. À de nombreuses reprises, Shia confiera avoir regretté les tournages de Transformers. Ayant détesté le deuxième volet, au point de quitter la séance pendant son projet artistique All My Movies, où celui-ci devait assister à tous ses films en salle, jugeant l'ensemble trop peu marquant et sans cœur. Tout comme Indiana Jones. Et ça, que l'on parle mauvaise réception critique dont il fut victime, tout autant qu'expérience douloureuse. Il expliquera même avoir mal vécu ses productions, brisant à jamais sa relation avec Steven Spielberg, estimant que le réalisateur-producteur était beaucoup plus orienté vers le succès que vers la qualité esthétique. Vous êtes là et réalisez que vous ne rencontrez pas le Spielberg dont vous rêviez. Un Spielberg très différent, et à un stade différent de sa carrière. C'est moins un réalisateur qu'une putain de société maintenant. Avec lui, tout doit être méticuleusement préparé. Et il faut que vous sortiez telle ou telle réplique en 37 secondes. Vous faites ça pendant 5 ans, et finalement, vous avez l'impression de ne plus savoir ce que vous faites pour vivre. Il en sera de même avec les mauvais retours de ses films, qu'il accepta difficilement. Je me suis préparé pour Indiana Jones pendant 1 an et demi. Le film sort, et tout d'un coup, c'est votre faute. Ça fait vraiment mal. Cela dit, les gens savent quand vous faites un mauvais film. Et c'est important de le reconnaître, de manière à ce que l'on vous croie la prochaine fois que vous ferez la promotion d'un autre projet. Alors que nous sommes à l'aube d'une nouvelle décennie, et que la vie de star semble s'offrir au prodige, LaBeouf est donc à un tournant. S'établir au sommet, ou écouter sa vision des choses. Le problème, c'est qu'à cette époque, il est tout de même fier d'être l'enfant terrible d'Hollywood, conscient qu'il n'arrive pas à être encadré par des réalisateurs, même s'il s'appelle Steven Spielberg. Il se voit comme une rockstar intouchable, égocentrique, vivant constamment dans la fiction, et dont les performances ne sont pas pour l'art, mais pour la compétition. Il oriente donc ses rôles comme un sport, finissant par se refléter dans sa vie personnelle. Alors certes, si toutes les œuvres ne se valent pas, il n'y a cependant rien à dire sur son jeu, loin de ce qu'il fera plus tard, mais à la fois crédible et pertinent. Cela dit, pour le reste, à qu'à psyché d'un homme tourmenté, ses sentiments finirent par créer en lui sorte d'insécurité, peut-être à l'origine d'un virage filmique devenu dramatique, tout autant que les tragédies qui s'abattront dans sa vie personnelle. Et c'est là que les ennuis commencent. Ouais, non, c'est chiant. Excusez-moi, je vous paye à l'heure ou pas, là? Non, parce que ça fait littéralement 20 minutes hein, que vous êtes là sur votre bloc-notes à marquer absolument rien, parce que j'ai pas parlé d'un branle depuis tout à l'heure. Ça va finir par me faire revenir cher, quoi. Surtout en consultation à domicile. Quitte à ce que je sois là, autant que je branche ma PS5, au moins je m'emmerderai pas. Putain. Depuis quand êtes-vous comme ça? Quoi, saoulé, énervé et furieusement en train de m'emmerder? Bah, je vous dis facile 20 minutes maintenant. Hein. Non, triste. Triste. Je sais pas, développe Lionel Messi, le Ballon d'Or, on est tous tristes si tu pars par là. Depuis quand êtes-vous aussi triste, monsieur Lefebvre? Parce que quand je vois votre dossier, vous aviez tout pour réussir. Vous aimez le cinéma, vous êtes intelligent, sensé, de bonne éducation. Vous avez même eu votre moment où tout aurait pu fonctionner. Alors comment se fait-il qu'une personne avec un tel potentiel se transforme en vous? Elle est bien celle-là, ouais, merci. Parce qu'avant de récupérer votre dossier, je me demandais pourquoi Shia? Car votre condamnation n'est pas initialement due à votre comportement, n'est-ce pas? Mais bien à votre volonté de parler de ce type, de le comprendre, de le défendre, même en de rares occasions. Je me suis alors posé la question, pourquoi lui? Et puis, au fil de ma lecture, tout est devenu plus clair. Vous êtes comme lui. Quelque peu effrayé, j'imagine. Effrayé? Ah, c'est nouveau, ça. Ce n'est qu'une hypothèse, mais oui, effectivement. Effrayé de la réussite. Effrayé que quelqu'un puisse compter sur vous, quelqu'un puisse vous aimer, ou voire même croire en vous. Raison pour laquelle vous vous êtes forgé cette carapace de sarcasme, de cynisme et d'humour, étant devenu haine pure, car en aucune façon vous ne pensez mériter ce que vous avez, ce que vous êtes, ou l'amour qu'on vous donne. Donc oui, certains points vous rapprochent de Shia.
Vous êtes entier, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, même si ça doit vous amener à votre perte, avec un côté obscur très prononcé. Ouais. Il faudra vraiment que vous me donniez votre rente. Hein. C'est incroyable, un débit de conneries pareil pour être payé autant. C'est inouï, c'est beau quelque part. C'est beau. Typique. Mais encore une fois, vous vous cachez derrière du sarcasme et du cynisme, et de l'erreur pour ne pas accepter qui vous êtes vraiment. Non, sans déconner, je commence vraiment à trouver le temps, non? Vous crevez d'envie de la réussite des autres parce que vous êtes convaincu que vous devriez l'avoir également. Convaincu que vous êtes le meilleur. Convaincu que vous êtes le plus méritant. Mais votre comportement et votre façon de voir les gens vous ont complètement fait plonger dans l'ombre. Et quand vous obtenez un minimum de succès, d'amour, vous faites volontairement tout foirer parce que ça vous flanque une peur bleue. Vous êtes un génie de l'autodestruction programmée. Et c'est pour ça que vous tenez tant à voir Shia LaBeouf s'en sortir. Pourquoi vous écrivez à ce sujet? Pourquoi vous vous identifiez à lui? Ce n'est pas pour toutes les choses affreuses qu'il a pu commettre, et pour le coup ne vous ressemble pas, mais parce qu'au fond, votre problème avec l'amour, les gens, c'est que vous êtes incapable ni de donner, ni de recevoir. C'est ça qui l'a tué. Alors certes, vous aimez son aura, vous aimez son style, son talent, son côté borderline, sortant des codes préformatés d'Hollywood. Parce que vous êtes comme ça un peu. Mais vous êtes tellement enfermé dans votre ego et votre volonté constante de croire que vous avez la vérité absolue que ça finit par tuer votre jeunesse. Et même si parfois vous pouviez avoir raison, notamment en vous débarrassant d'abrutis notoires, vous continuez dans votre principe de solitude, de chaos, de manipulation affligeant souffrance, aussi bien à vos proches qu'à vous. Vous courez à votre perte, exactement comme Shia. C'est quand même hallucinant de vous voir vous flinguer de la sorte. Vous n'êtes pas heureux parce que vous ne vous l'autorisez pas. Vous pensez ne pas le mériter et vous êtes beaucoup moins difficile à cerner que vous ne le pensez. En ce moment, vous écrivez à propos des frasques de Shia, n'est-ce pas? Vous en êtes à ce stade de vos travaux? Alors qu'attendez-vous pour combattre les vôtres, monsieur Lefebvre? Si vous devinez certaines de ces parts d'obscurité, vous pourrez alors les vaincre. Vaincre sa part d'obscurité. Autant vous dire qu'à ce moment de sa vie, comme durant un moment de la mienne, ni lui ni moi n'en étions capables. Oui, même tout en haut de sa carrière, il tombe peu à peu dans l'alcool et se retrouve mêlé à de nombreuses gardes à vue. Les démons d'un homme que l'on devinera torturé, par lui-même comme par son passé, faisant surface. Âgé de 19 ans, Shia se rend, avec un ami et armé d'un couteau, à l'appartement d'un voisin ayant insulté sa mère et éraflé sa voiture. L'histoire se soldant par l'agression de ce dernier. En 2008, il sera impliqué dans un carambolage, arrêté pour conduite en état d'ivresse et refusant de se soumettre au test d'alcoolémie. S'ensuivra diverses bagarres de comptoir en 2011, injures et violences dans un théâtre et contre des agents de police en 2014, déboires à Austin en 2015, ou encore comportement agressif lui valant séjour en prison, là aussi en état d'ébriété, du côté de la Géorgie en 2017. Année marquant sa première cure de désintoxication pour des troubles de stress post-traumatique liés à son enfance qui n'aura, l'histoire nous l'apprendra, que très peu d'effet sur lui. Il y écrira toutefois scénario de son film autobiographique Honey Boy, dont nous parlerons plus tard, avec petite anecdote cocasse à la clé sur le plateau de Jimmy Kimmel à propos de l'homme l'ayant arrêté. Is it true that you now keep in touch with the police officer who arrested you? Officer Bryant. That's my guy. That's my guy. That's my guy. He invited me to go fishing yesterday. Néanmoins, sa carrière continue. N'ayant plus besoin de la sécurité financière qu'il cherchait tant, il se dirige à partir de 2012 vers des rôles plus intimes, demandant des performances d'acteurs importantes et surtout en accord avec sa vision du cinéma. Si certains métrages cartonnent évidemment au box-office, ils en restent moins clinquants et hollywoodiens que la destinée pourtant attendue pour le jeune homme. Shia troque sa cape d'icône pour celle de véritable acteur reconnu par ses pairs, voyageant de réalisateur emblématique à propositions fortes et audacieuse. Je trouve ça un peu triste parce que Shia LaBeouf, c'est un acteur qui a fait tellement de choses et qui, malheureusement, à chaque fois que tu vas parler de Shia LaBeouf, à chaque fois que quelqu'un va t'en parler, ça va être « Ah, c'est le gars qui a fait Transformers ». Il mérite tellement mieux. C'est un acteur qui a fait tellement de choses totalement différentes, que ce soit Des Hommes sans loi, que ce soit Fury par la suite, que ce soit Pieces of the Woman ou encore plus loin d'autres œuvres.
C'est un acteur qui, je pense, avait envie de faire plein de choses différentes, pas juste se cantonner à un genre en particulier, pas forcément que faire des blockbusters. Il aurait pu, comme je dis, rester sur une voie unique, mais il a décidé d'aller chercher des trucs un peu plus intimistes, que ce soit avec des films comme Nymphomaniac par la suite, avec Lars von Trier ou d'autres réalisateurs, un peu couillus d'une certaine façon, parce que quand t'as tout, t'es un peu le jeune prodige d'Hollywood et que tu cartonnes et que tous les films que tu fais ils rapportent une fortune et que je crois que ça rapporte un truc genre $100 chaque dollar investi rapporte à peu près $100 ou dans ces eaux-là. Je trouve que c'est assez ouais, il y a quand même une envie du gars de se dire ouais, je claque la porte à tout ça, tout ce que j'ai, tout ça ne m'intéresse pas et j'ai envie d'aller faire des trucs qui m'intéressent vraiment, quitte à peut-être moins marcher. Quitte à aller vers des réalisateurs ou des productions beaucoup moins grandes. Et pour le coup, on salue la performance et la décision, quoi. Je pense que c'est un mec qui a assez souffert, c'est un mec qui a vécu des choses assez difficiles dans sa vie, et je trouverais ça dommage de juste le cantonner à c'est le gars qui a fait Transformers et rien de plus derrière, en fait. Car au-delà des rôles, comprendre Shia LaBeouf comédien, c'est aussi plonger au cœur d'un cerveau particulier et d'une méthodologie hors norme. Oui, il souhaite au fil des ans non pas camper un personnage, mais bien l'embrasser totalement, afin d'en devenir entité à part entière, s'inspirant d'acteurs comme Daniel Day-Lewis ou encore Sean Penn, avec un côté borderline maison en supplément. Il se définit également comme anti-élitiste, souhaitant apporter l'art dans sa forme la plus pure à qui la voudra, confiant d'ailleurs lors d'une conférence à Oxford mettre beaucoup de sa personne, de son âme et de son passé au sein de ses prestations, reflétant grandement le choix de ses films ou de ses performances artistiques et peut-être même capable de devenir salvateur pour les autres. I think I'm after like a more satisfying affect via performance. My purpose in life, I mean, the only real thing I'm good at is like bearing my soul. I think it can be quite healing to have somebody else open up for you. I think it can be like a healing thing. On pourra alors établir parallèle évident entre de très nombreux artistes au passé difficile, meurtris ou à la vie compliquée, puisant dans ce chaos afin de devenir génies de leur temps. De là à dire qu'un tourment peut forger tout un art, il n'y a qu'un pas que je franchis très clairement. Maintenant, force est de reconnaître facilité déconcertante chez l'animal pour passer de dévotion absolue à étrange quand il faut se préparer pour un personnage, proclamant l'essence d'un art qu'il veut le meilleur possible. Ainsi, petit florilège, il enverra ses parties génitales et une vidéo de ses ébats à Lars von Trier pour Nymphomaniac, s'arrachera une dent sans se laver pendant des semaines afin de rentrer au mieux dans le rôle d'un soldat du Fury, au grand plaisir de Brad Pitt, faisant d'ailleurs de même dans le clip Elastic Heart de Sia, au grand plaisir de Maddie Ziegler, se battra réellement avec Tom Hardy au cours d'une scène des Hommes sans loi, ou jouera une séquence de Charlie Countryman sous acide afin d'être en adéquation avec son rôle. Pourquoi pas après tout ? Bizarre. Alors oui, la frontière entre méthodologie et folie devient des plus infimes, mais passionné et conscient que toute sa vie n'est alors que recherche de la performance au cinéma, ses propositions n'en restent pas moins phénoménales, me rendant dingue du bonhomme et toujours comme le reflet d'une part de lui-même. Une nouvelle fois, ce ne sera que mon analyse, mais connaissant Shia, je me fais pas mal confiance. You heard of me? What have you heard, Victor? I heard you're the devil. I might be. Tous étant des films d'auteur, ils constituent non seulement prise de risque énorme pour le comédien, loin des Autobots et d'une reprise d'Indiana Jones, mais aussi panoplie de jeux incroyables le faisant changer de sphère. Lui, l'avenir hollywoodien devenu caméléon capable de tout avec brio, et dont les rôles deviennent comme des témoignages de son vécu, de son comportement et de ce qu'il semble désespérément vouloir communiquer. Ou combattre. Mieux, chaque rôle correspond à une part de son âme. Des Hommes sans loi est une plongée au cœur de la violence et de l'alcool, celle-là même qu'il tente tant bien que mal de vaincre, accompagnée néanmoins de valeurs familiales importantes et d'un personnage impulsif à son image, ambitieux et voulant transformer son business. Nymphomaniac représente des rapports humains et sexuels dérangeants, homme froid, égoïste et ne pensant qu'à lui selon l'acteur, n'offrant pas glorieux souvenirs à sa partenaire. What's wrong?
I can't feel anything. I can't feel anything. Charlie Countryman est une ode à l'amour, mais un amour qu'il mit longtemps à connaître. Comme si cette œuvre et ce voyage en Europe définissaient son périple sentimental, semé d'embûches et d'addictions. American Honey est une liberté, son protagoniste traversant les États-Unis et échappant aux codes de la nation, comme LaBeouf échappe à Hollywood et ses paillettes, préférant dureté d'un cinéma plus sauvage, mais plus libre. Borg vs McEnroe, en 2017, est en lien direct à son syndrome de performance. Voyant à cette époque le 7e art comme une façon de prouver qu'il était le meilleur, il compara souvent ce milieu à celui des sportifs. Le voir interpréter Borg s'amorce donc comme un parallèle imagé mais crédible. Tout comme les champions, il vivait avec ce sentiment constant de devoir se mesurer aux autres, élément l'amenant à devenir agressif, manipulateur et d'un contrôle extrême dans le privé. Loin, certes, de la personnalité de McEnroe, mais dévoilant nouvelle facette de Shia dans l'interprétation au-delà du biopic. Rendant toutefois bel hommage à l'américain face caméra. Ultra respectueux du tennisman, il se voit dans sa manière de se transcender, usant de chaque énergie négative pour devenir plus fort, sur le terrain pour l'un et sur grand écran pour l'autre. Selon l'acteur, McEnroe fut un artiste à part entière. Surnommé Super Brat, aka Super Sale Gosse, il n'eut jamais d'entraîneur, là où Shia ne supportait pas l'idée d'être dirigé. Ajoutez à ça son côté explosif et ses nombreuses prises de tête avec le monde du tennis, et vous comprendrez pourquoi LaBeouf était l'acteur idéal pour le rôle. De là à ce que le principal intéressé apprécie le film en lui-même, c'est une autre histoire. The best thing that it appeared that he did, and this may not be his fault, was the actual tennis part. So that would tell you that to me it was very disappointing, the movie. Not necessarily his fault. You know, I never spoke to him. I tried to meet with the producers because I said to Bjorn and I, we should do it together or not do it. And it just never worked out. Enfin, Man Down frappe par son appel à l'aide. Un vétéran de guerre se muant en père de famille brisé, anéanti, plongeant au cœur d'une histoire émouvante où son talent pour le drame, l'introspection et la douleur sont exceptionnels. Sans aucun doute parmi les meilleurs rôles de sa carrière. Non content d'offrir une nouvelle palette d'acteurs, il reflète un trauma éprouvant, extrêmement dense, où la souffrance n'a d'égal que l'âme qu'il apporte au projet et à ses narrations croisées. S'il est un flop considérable au box-office, malheureusement connu pour n'avoir rapporté qu'une seule entrée en Angleterre pour une petite semaine d'exploitation, dans un unique cinéma de Burnley, au nord de Manchester, LaBeouf y apporte un devoir d'authenticité, de passion et de fragilité rarement vu auparavant dans le genre, clairement en accord avec ses volontés artistiques. Appuyé par un montage original, une façon d'aborder l'existence post-guerre intelligente et inédite, un flop peut parfois vous mettre une claque. Et celle-là était énorme. Where is she? Where is she? Don't look at me. Where is she? Where is she? Right here. Where is she? Right here. Natalie Trumbull, where is she? Gabriel. Where is she? Please. Where is she? Where is she? Where's my fucking wife? Des frasques, une dévotion étonnante, des faits divers qui s'accumulent, mais dans le cœur de quelques cinéphiles, notamment le mien, une fierté. Loin des strass et d'une gloire éphémère, Shia devient un modèle filmique. Qualité avant quantité, sacrifice, authenticité et rôle toujours plus périlleux. Je me souviens, par exemple, d'une satisfaction indescriptible en le voyant dans Fury, alors prêcheur membre d'une famille recomposée par la guerre, mais à l'alchimie indescriptible et au destin déchirant. Si ce ne fut pas de tourpeau sur le tournage, la complicité de Brad Pitt et Shia, pour ne citer que, s'avère bluffante. Il est l'homme apportant religion, humanité et sens de l'honneur à toute une escouade. Plus qu'un bras droit dans une œuvre bien plus qu'historique, il est le petit frère d'un War Daddy en ayant plus que jamais besoin, s'immisçant à nouveau dans un genre cinématographique très éloigné de ses standings habituels. Je me souviens aussi être transporté par un sentiment d'espoir et de poésie émanant d'American Honey, ramenant Fade Into You dans ma mémoire et me faisant croire, l'espace d'un instant, en l'amour, l'évasion et la richesse d'une vie simple. Shia devient ma référence artistique, symbole d'un homme ayant fait le choix du talent et de la persévérance, si rare de nos jours, mais captant la caméra par une assurance, un charisme et un charme presque magnétique au sein de l'œuvre. Celui-ci croit en chaque mot qu'il prononce, profite de l'aspect documentaire du film afin de retransmettre ce côté esthétique si cher à son cœur et quand vient l'une des séquences les plus fortes du métrage, parle à son public sans le moindre mot en devenant symbole d'amour et de liberté. Pas étonnant que La Croisette se soit dès lors arraché American Honey, le génie de sa réalisatrice Andrea Arnold et le duo Shia LaBeouf, Sacha Lane. Les larmes dès que je m'imagine échapper au quotidien et vivre simplement avec l'être aimé. Strange.
Et que dire, là où nous parlions d'authenticité, de ce grain de folie propre aux comédiens perçus dans The Tax Collector. Deuxième association entre LaBeouf et David Ayer, est l'un des grands oubliés de la filmographie du cinéaste. Ici, il lui permet non seulement de jouer juste, mais aussi dans un style borderline total délirant où Creeper, collecteur de dettes, effraie autant qu'il impose. Probablement l'une des propositions les plus audacieuses, étonnantes et charismatiques de Langelinos. Un véritable couteau suisse. I see so many motherfuckers begging, pissing, shitting themselves for one more fucking second of life. And when I'm there pulling their card, I'm their god. When I'm there, I'm God. Sauf que, qui dit couteau suisse, dit travaux divers et variés. Et à des années-lumière du 7e art, quoique, Shia parvient continuellement à m'avoir. Toujours avec sa touche un peu zinzin, mais quand même. Accompagné de la formidable Maddie Ziegler, il est par exemple appelé par Sia pour une séquence danse contemporaine au sein d'une cage. Plastique des grands jours, mimique, attitude et gestuelle plus puissante que jamais, tels sont les maîtres mots du clip Elastic Heart. D'un comédien accompli, il passe dorénavant à la définition d'une représentation, celle mêlant tous les registres. Danse, cinéma, narration, spiritualité, famille, il est l'art à part entière, dans sa folie, ses tourments et sa triste beauté. Tout d'abord risé des haters, puis devant subir, tout comme s'il y a certaines polémiques, il finira par mettre, et c'est bien normal, tout le monde d'accord. Ce que mon adolescence ne comprenait pas, mon moi adulte peut alors enfin le décrypter. Si je me sens aussi proche de Shia, c'est parce que contrairement à d'autres, il me touche de par ses forces comme ses faiblesses, le rendant humain. Je me rends compte qu'il représente une partie de moi, un homme avec des épreuves, des tares, des erreurs, mais aussi une volonté de montrer l'étendue de sa passion artistique et une envie de s'en sortir. Il est authentique, aussi bien aimé que détesté, mais ne laissant jamais indifférent, et posant clairement ses attributs sur la table quand il s'agit de briser les lignes et tenter des choses. C'est cette forme humaine et professionnelle qui deviendra déstabilisante pour le spectateur quand, au cours de la décennie 2010, il se mettra à l'art, disons dans ses formes les plus spéciales, donnant plus que jamais de sa personne. Bon, là j'annonce, on rentre dans la partie du documentaire où il va falloir s'accrocher. Ça va être technique. Wow. Okay. It's you. Hi, Shia. Considérées par beaucoup comme des heures sombres et ridicules, les tentatives artistiques de Shia LaBeouf ne sont pourtant pas le fruit du hasard. En effet, elles arrivent très tôt dans sa carrière. Si l'on navigue encore entre chaud et froid, tout d'abord remarqué pour le clip Marijuana et le court-métrage percutant Maniac avec son ami Kid Cudi, il sera cependant pris pour une affaire de plagiat à l'encontre de son troisième essai 2 ans plus tard, howardcontour.com, reprenant texte exact de bande dessinée à son compte. Mais une fois ce bad buzz derrière lui, il s'abandonnera peu à peu, loin des caméras, à ce qu'on pourrait appeler l'art du métamodernisme. Et comme on part cette fois dans quelque chose de complexe, petite piqûre de rappel. Le métamodernisme fut introduit dans le monde par les philosophes néerlandais Timotheus Vermeulen et Robin van den Acker en 2010. Il prend place après le postmodernisme, qu'ils décrivent comme une structure de sentiments émergente, sensibilité pouvant éclairer l'actualité et l'esthétique contemporaine, jusqu'alors incompréhensible. Et sachez que c'est bien là toute l'essence de mon plus grand combat, faire comprendre au monde le génie déstructuré d'un Shia dont, à mes yeux, l'art devra toujours être vu comme au-dessus de ses soi-disant dingueries. Ayant lu le manifeste métamoderne de Luke Turner en 2014, LaBeouf le contacte afin de le rencontrer. Celui-ci lui présente alors le troisième membre d'un nouveau collectif nommé LaBeouf, Ronco et Turner, Naija Sade Ronco, et dont leurs performances exploreront les connexions, émotions et collaborations humaines sur des plateformes numériques et physiques, amenant à tout un tas de projets que vous devez connaître et proches de thèmes liés au métamodernisme. Après avoir repris Eric Cantona au Festival de Berlin pour la sortie de Nymphomaniac en 2014, à la gestuelle près et critique toujours aussi juste de la presse, When the seagulls follow the trawler.
follow the trawler? It's because they think Because they think sardines will will be be thrown thrown to the sea. into the sea. Thank you. Il parcourra par exemple le tapis rouge sac en papier sur la tête, couvert des mots I'm not famous anymore. 2 jours plus tard, les 3 camarades organiseront une performance nommée I'm Sorry, dans laquelle LaBeouf fut assis en smoking avec ce même sac au visage, pleurant en silence devant des centaines de visiteurs libres de l'aborder. Dérangeante mais réelle, LaBeouf déclara qu'il avait le cœur brisé, rempli de remords et de honte envers lui-même au début de la performance, mais ayant réussi à se sentir soutenu par une grande majorité des gens par la suite, et ce malgré la tentative d'agression sexuelle d'une jeune femme sur le comédien lors de la représentation de février, Ronco et Turner intervenant juste avant le drame. Première ébauche d'une longue liste de projets qu'ils feront ensemble, ce que le public lambda perçoit comme un énième délire de star fut donc bien plus important. Ici, on commente le fait que l'authenticité et la sincérité ne sont malheureusement plus recherchées. Si certains spectateurs eurent une expérience affectueuse, vraie et inégalable avec Shia, une majeure partie des gens ne répondirent pas aux propos, préférant selfie et consommation de la célébrité au détriment de l'homme. Principe même de ces expérimentations sociales faisant écho à une forme de métamodernisme, selon eux. Dans la famille performance hallucinante, on pourrait également noter leur introduction, speech de motivation sur fond vert, voyant Shia devenir plus culte que jamais. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! En 2014, il va faire le mouvement Just Do It. Donc le concept, c'est dans une vidéo d'environ une demi-heure sur fond vert, de pouvoir être totalement libre, de réaliser une expérience, une démonstration artistique. Et les gens, Internet, va décider de retenir une section de 1 minute, on va dire maximum, sur cette vidéo de 35 minutes où il fait absolument tout, de la sophrologie, le fait de bouger dans un sens, de crier, de parler tout seul, de jouer des personnages, de tout ça, enfin vraiment une expression artistique très diverse. Internet va décider de juste s'en emparer et de juste garder le moment où il va dire « just do it », d'en faire des musiques, d'en faire des mèmes, tout ça. Just do it! Nothing is impossible! Just do it! Yesterday you said tomorrow! Just do it! Don't let your dreams be dreams! Quand tu découvres cette vidéo, tu te rends compte qu'il y a bien plus. C'était pas seulement... parce que, comme beaucoup, moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est juste ça, en fait. Il a voulu faire un truc drôle, il a voulu profiter d'Internet, un peu les fonds verts, il voulait s'éclater, etc. C'était peut-être aussi artistique. En fait, tu te rends compte que c'était juste une portion et que Internet en a décidé juste décidé de se foutre de lui, quoi, de le ridiculiser. Je trouve ça triste que l'art, ou en tout cas une démonstration artistique puisse être ridiculisée. Moi qui l'ai vu en plus il y a pas très longtemps, je dois dire que c'est assez particulier, c'est vrai, on va pas se mentir, c'est très différent de ce qu'on peut voir, mais c'est quelque chose d'assez beau, d'assez magique aussi, et c'est vraiment dommage de se dire que, encore une fois, les gens l'ont pas compris, les gens n'ont pas essayé de comprendre, les gens se sont juste dit c'est drôle, quoi. Encore une fois, ça participe juste à descendre de plus en plus le gars et juste se dire que c'est juste un mec ridicule sur Internet, quoi. Se développe pareillement la thématique All My Movies, voyant l'acteur s'asseoir dans un cinéma ouvert à tous afin de réagir face caméra à l'ensemble de ses films. L'Elevate, Ronco, Turner et LaBeouf s'enfermant pendant 24 heures dans un ascenseur d'Oxford afin de percer les psychés humaines et la valeur d'une interaction sociale et... enfin, le fameux He Will Not Divide Us de 2017. Engagement géopolitique fier au métamoderne, passant d'une idée de live en continu décriant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir à simple drapeau flottant dans le ciel, les 2 projets ayant été à de multiples reprises piraté. Performance ne lui valant in fine qu'une apparition de Jaden Smith, ça c'est cool, et une arrestation à New York au cours de la représentation. S'en prenant par erreur un supporter venu l'acclamer, ça c'est moins cool. C'est ici, entre 2 courses métamodernes autour du musée d'Amsterdam, que toutes ces initiatives deviendront également apprentissage. À travers elles, il questionne non seulement l'art, mais aussi, et peut-être que cela lieda, lui-même. Et quitte à se mettre à nu, allons-y franchement, car oui messieurs dames, l'heure est maintenant aux vérités et aux mensonges intimes de Shia LaBeouf.
Comme dit plus tôt, c'est en cure de désintoxication que l'ancienne idole écrit le script d'un projet sur sa vie, notamment avec son père, de ses débuts télévisés à ses troubles de jeune adulte. Aidé par la réalisatrice visionnaire Alma Har'el, ainsi naît donc Honey Boy, coup de poing provoquant l'effet d'une bombe dans l'industrie. Aussi bien dans son environnement cinématographique, à la fois glauque, sordide et cruellement poétique, que dans sa mise en scène, celui-ci nous fait comprendre la tristesse, la tourmente et la complexité d'une relation entre un fils usé et un père, disons, original. What are you crying about? I'm not crying. Otis. Tom. He still fixed our passports after you threatened to face fuck his dead family. Yeah, well, you're a sex offender. You know, he's a federal he kept employee. pushing it. He's okay. a grown man. He's gonna figure Shut the fuck up! Don't talk to me like that, Otis. Listen to me and let me talk. Lower your voice, Otis. I want you to be a better dad to me. So All right. I want you to promise me, put your pinky out right now, and I want you to promise me that you're gonna be better to me. Yeah, I'll be better to you. This is not a joke. This is not one of your fucking stupid little jokes. Yeah, what is this, man? La performance de LaBeouf y est spectaculaire. Habité comme rarement auparavant, on peut le comprendre, à l'instar d'un jeune Noah Jupe, tout simplement phénoménal dans les mimiques et l'attitude qu'il offre au jeune Otis. Nom d'emprunt ne dupant pas le spectateur. Nous sommes bien dans un voyage au cœur des blessures les plus profondes et angoissantes de Shia. Nous pouvons même y déceler certaines tares faisant sa propre personnalité. L'envie constante de performance qu'il donne à son père, presque en concurrence avec son fils, en est parfait exemple, à l'instar d'un côté brut et en proie aux addictions le caractérisant aussi. Tendre et tout à fait juste, les performances du casting sont à l'image de la réalisation, souvent chaude, douce, paradoxalement liée à un propos violent, torturé et ô combien difficile. Le tout sans oublier environnement anxiogène, souvent en huis clos et parfois même malsain pour le public. Oui, Shia rappelle qu'il est un comédien chevronné, percutant et capable de mettre les larmes aux yeux, comme un coup de génie au service d'une violente poésie, revenant à ce qu'il fait de mieux. Si l'on reviendra sur la valeur du script plus tard, impossible de ne pas s'incliner face à une prestation extraordinaire. Embrassant toute sa puissance émotionnelle et parfaitement aidé par une caméra fréquemment proche des corps, et donc du drame, il devient le cinéma. Son cinéma. Why does she have a job? Think it through. Play the tape out. What's your mother got a job for? Huh? Just in case. In case what? In case what? I don't In case know. you fail. In case it don't work No. out. Yes, man. She's filling your head full of fear. I don't ever do that, do I? Huh? I pump you full of strength. Because we're on a team and I know you got what it takes. You're a fucking star and I know it. That's why I'm here. I'm your cheerleader, honey boy. Le côtoyant à nouveau, il racontera d'ailleurs avoir demandé l'approbation de son père pour Honey Boy, alors qu'il ne s'était pas parlé depuis 7 ans. Pour ça, il déguisera légèrement la vérité. Afin de le convaincre, il dira que Mel Gibson s'occuperait du rôle, ce qui était évidemment faux. Et le problème, c'est que là où nous pourrions saluer la performance thérapeutique du bonhomme, il semblerait que, récemment, nous ayons eu affaire à un nouveau cas de mensonge. Et un mensonge, cette fois, bien plus dramatique. You know, Honey Boy was born in this kind of toxic milieu of false recovery and used him, juiced my dad as like, this is the reason I'm fucking foul out here. You know, I'm come from this wayward upbringing and, you know, my dad is the reason I'm such a fuck up. You know, he's a biker and a wild man and a criminal and a da-da-da and abusive and I wrote this narrative, which was just fucking nonsense. My dad was so loving to me my whole life. Fractured, sure. Crooked, sure. Like, wonky for sure, but never was not loving, never was not there. He was always there. And I done a world press tour about how fucked he was as a man. Honey Boy is basically like a big woe is me story about how fucked my father is. And I wronged him. You know, I told a story like this dude who, and I turned the knob up on certain shit that wasn't real. My dad never hit me. Never. He spanked me once. One time. And the story that gets painted in Honey Boy is like this dude was like abusing his kid all the time. You know, my dad tried to keep me from smoking cigarettes. That's when he spanked me. But that wasn't my narrative. Because it didn't position me as like this wounded, fractured child that you could root for. Which is what I was using him for. Oui, messieurs, dames, tous les chemins semblent mener à Jon Bernthal. Et c'est pas pour me déplaire.
Le 1er septembre 2022, Shia est invité sur le plateau de Real Ones, talk show de son camarade rencontré sur Fury, ayant dès lors partagé diverses productions ensemble, le Punisher s'invitant même par exemple sur The Peanut Butter Falcon à la demande de Shia, afin d'y jouer son frère. Relation forte, aussi bien spirituelle qu'artistique, Bernthal voyant plus loin que la simple image qu'il véhicule. Sortant d'une période l'ayant mis face à tout le mal qu'il put commettre, Shia accepta l'invitation par devoir de prévention. Prévenir sur sa vie, comment la combattre, et la volonté d'être utile afin d'empêcher certaines personnes de faire les mêmes erreurs que lui. Il appréciera du fait l'invitation de Bernthal car tout comme lui, c'est un être aux zones d'ombre, ayant réussi à les surmonter pour devenir l'homme de principe qu'il est aujourd'hui. Et contrairement à ceux lui ayant tourné le dos, Bernthal resta à ses côtés. Il veut être une pièce du système permettant à Shia d'aller mieux. Tout autant, bien sûr, qu'un moyen d'expression permettant de soutenir les victimes, et faire en sorte que les atrocités de son ami servent d'exemple afin que d'autres ne les commettent pas. Ce qu'on appelle communément être un ami et un homme, loin de la lâcheté de faux frères, abandonnant les leurs au premier problème venu, réel ou non, et ou rejoignant les moutons en détruisant la personne pour se faire bien voir. Et croyez-moi, je sais plus que jamais de quoi je parle. I care about people way more than I care about myself. My ego is dead in that sense. So I really wanted to be there for him. And the first thing I remember seeing him and seeing this like raw nerve and this unbelievable talent, I would say I think he's the best actor I've ever worked with. I really wanted to protect him. And I think more than anything else, I really wanted to show him what a real friend was like. I just remember like saying that to myself. I want to show you what a real friend is like. I feel like you've never really had a real friend. And then this woman said he did these things to him, and he was just done, canceled. And I'll say, man, when I heard those, when I heard that he had done those things, for me, there really is a red line with people that I need to look at with myself. And through all the shit that I've seen, all the shit that I've done, man, I can't be down with you if you put your hands on a woman. If you put your hands on a woman or a child, dude, I can't, man. And I heard this, about my friend. And, I was really brokenhearted about it. Time went by, like 2 years. And, I know how much, acting is not only important to him, but like sort of necessary for his survival. And I would reach out on text, checking on him and that, but we hadn't made contact. And then I heard that he was having a baby, and he was married. And I reached out to him. I said, hey man, maybe it's time for you and me to have another talk. Again, you go back to the intentionality, and I really looked at this role that you have of being a friend, and being a friend is not about turning your back on somebody when they do something that you find fucking deplorable or when you find disgusting. Your job as a friend is to make sure they don't do it again. And your job now, as this guy's being a father, is to step in there and say, hey man, where are you at? Like, what are you doing? What kind of work are you doing? Where are you? Like, that's what being a friend is. Revenons à Honey Boy, c'est donc au cours de cet entretien que nous prendrons comme référence, car l'un des derniers en date de la Boeuf est sûrement le plus proche de sa pensée actuelle, que celui-ci témoigne qu'une grande part de sa narration fut donc un mensonge, ou du moins une grande exagération. Non pas sur de réels déboires ou moments de souffrance qu'il put vivre, et que l'on devine clairement, mais bien sur qui était vraiment son paternel. Il utilisa son père, même s'il lui donna quelques notions d'amour et de tendresse, afin de devenir l'enfant gentil que l'on aurait en pitié, condamnant Jeffrey LaBeouf à devoir vivre avec ça pendant des années. Il n'était pourtant que rationnel. Si son fils voulait réussir, il n'avait qu'à travailler pour ça. Bats-toi, fais des études. Tout doit venir de toi. Ces mots, année après année, lui firent presque penser qu'il était Dieu, amenant à diverses manipulations et un monde auto-centré sur lui-même, profondément seul, où l'opinion des autres, que l'on parle humainement ou professionnellement, n'avait du fait plus aucune importance. Il était cependant tellement mal de la situation qu'arrivant au Sundance Festival pour présenter Honey Boy, il vécut cette première comme s'il était un manipulateur ayant usé de la réalisatrice et de son script pour en arriver là, même si fier de voir autant de talent dans son équipe. En somme, il fit longtemps fausse route sur son père, à croire qu'il était responsable de tout car abusif, sauvage, ce qui n'était pas, ou en tout cas pas toute la vérité. Dans ce chaos, il fut tout de même capable de le contacter pour s'excuser pendant une nouvelle cure, l'ayant cette fois grandement secouru. À ce moment, son père vivait au Costa Rica dans une ferme de cocaïne, ayant eu énormément de démêlés avec la justice, notamment pour des affaires de pédophilie. Alors que celui-ci était au plus mal, Shia ramena son père aux USA afin de s'occuper de lui, réglant ses problèmes
un par un. Aujourd'hui, ce dernier est sobre, ce qu'il considère comme son plus grand achèvement. Maintenant, ce n'est pas la seule amende pour laquelle il devra être honorable. We are hearing from British singer-songwriter FKA Twigs in her first TV interview since filing a civil lawsuit in December against actor and former boyfriend Shia LaBeouf. The singer, who is also on the cover of the next issue of Elle magazine, accuses LaBeouf of sexual battery, assault, and inflicting emotional distress. Nous sommes le 11 décembre 2020 quand, dans les colonnes du New York Times, la chanteuse FKA Twigs, ex-compagne de Shia LaBeouf de 2018 à mai 2019, fait preuve de courage en prenant la parole pour dénoncer une année d'enfer vécue à ses côtés. Manipulation, jalousie, agression physique et sexuelle, tromperie et abus d'une personne en grande souffrance. L'annonce est un cataclysme à Hollywood, tout autant que dans la vie du comédien. Déjà sur une pente plus que savonneuse, Netflix l'écarte par exemple de toute promotion et autres cérémonies de récompense pour son rôle dans Pieces of a Woman, alors en pleine actualité. S'il dément dans un premier temps les accusations et tente de plaider sa cause, l'important n'est pas là. Car difficile de ne pas saluer la vaillance de la chanteuse à dénoncer des actes que Shia lui-même déclarera plus tard comme honteux et inacceptables. Il en avait déjà brièvement fait allusion au Times par email à l'époque. À cette époque-là, j'étais au plus bas. Personne ne voulait me parler, y compris ma mère. Mon manager ne m'appelait pas, mon agent ne m'appelait pas. Je n'ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité. Seulement des rationalisations. J'étais violent envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années. J'ai eu l'habitude de blesser les personnes les plus proches de moi. J'ai honte de ce passif, et je suis désolé pour ceux et celles que j'ai blessés. Il n'y a rien d'autre que je puisse vraiment dire. Impardonnable, le soutien doit donc être vivement apporté aux victimes d'abus quotidiens, comme FKA Twigs, et à l'ensemble des personnes ayant côtoyé l'acteur, car oui, malgré plusieurs tentatives visant à s'en sortir, ces démons semblaient toujours refaire surface. Propos appuyés par plusieurs ex-compagnes de l'acteur, comme Margaret Qualley ou même Sia, l'accusant de mensonges pathologiques. Mais aujourd'hui, sur le plateau de ce bon vieux Shane, il se livre enfin à cœur ouvert, non pas pour se justifier, mais bien admettre ses erreurs, et sa conscience des choses. Car oui, au détour de 2 heures troublantes et émouvantes, Shia confiera être pleinement lucide quant à ses erreurs. Se rappelant à cette période, il se souvient que pour la première fois, il n'avait plus aucune marge de manœuvre, aucune zone de confort, aucune échappatoire face à ces atrocités. La question est alors, pourquoi tant de haine, de souffrance, de colère ayant mené à sa perte tout autant que celle de son entourage, qu'il semble loin, le temps des tartes à la crème et des cascades à gogo. C'est ici que plusieurs éléments de réponse se dessinent. Shia se voit comme quelqu'un ayant été catastrophique pour les gens autour de lui, et ce depuis toujours. Un être égoïste, malhonnête, sans peur et vivant dans un chaos constant, dont le seul but était de survivre par la performance. Il avouera même qu'à l'exception de ses accusations envers les femmes, ses autres coups d'éclat, notamment contre les forces de l'ordre, avaient un côté sexy selon lui. Si le savoir n'excuse rien, cela donne tout de même lucidité sur des actes qui, je pense, méritent d'être analysés. Il déclare avoir trompé toutes ses conjointes, profiter de la faiblesse des gens, traîner dans la boue nombreux réalisateurs l'ayant pourtant fait connaître, et ça, uniquement par ego. Personnellement, et il le dévoilera, je pense qu'un manque d'amour dans sa vie fut l'une des causes de ce comportement, tout autant qu'une existence souvent chaotique. Toujours dans son entretien avec John, oui parce que je le connais par cœur maintenant donc je l'appelle John, il avoua d'ailleurs ne ressentir ce qu'était l'amour que tardivement, même s'il cherchait désespérément le romantisme avec ses compagnes. Et il n'eut jamais l'impression d'avoir d'amis, ne sachant pas non plus ce qu'il en était pendant des années, ses collègues n'ayant pour beaucoup été, je cite, que des transactions professionnelles jusqu'alors. Pourquoi ? Car il avait du mal à recevoir de l'amour, et encore plus à le rendre quand il pensait ne pas le mériter. Les déclarations de FKA Twigs furent donc une bombe. C'est à cet instant que le pire traversa son esprit, car pour la première fois, il se vit toucher le fond. Le véritable fond. Là où plus aucune excuse n'était viable. Sur le tournage de The Peanut Butter Falcon, une anecdote douloureuse aurait pourtant, une parmi d'autres, pu l'alerter, en particulier vu l'immense affection qu'il porte à Zach Gottsagen, partenaire de tournage avec qui il entretient relation fusionnelle, jusqu'à l'emmener aux Oscars pour la présentation du meilleur court-métrage d'animation, faisant de Zach premier acteur atteint du syndrome de Down à y participer. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Peut-être qu'il fallait en arriver là. Because I remember being in Georgia when I was doing this movie with this kid, Zach. You were there for part of it. Yeah. And I remember getting arrested. Yeah. And I remember getting out of jail the next day, and I remember sitting down with Zach, and there were moments of like lucid articulation from this man. And this happened to be one of them. And he said, you know, this is my one shot. You make movies all the time, but this is my one shot. And you're ruining it for me. And to say that you don't feel that when it lands is not true. I felt it deeply.
but it's what you do with that feeling. You know, do you change? And I didn't. You know, I would always I always had an inch left. I always had some fucking wiggle room. There was always some Sundance Award. Some next project. There was always Alma. There was always wiggle room to get back into ego. Un ego donc responsable de nombre de ces maux, amené par une multitude de douleurs au fil des décennies et une situation ayant bien failli l'amener au pire. When it landed, I forgot how to breathe, you know, because the subtext of the email was, your hustle's over, you know? And I forgot how to breathe. And the next thing I did after 2 minutes of sitting there, staring at a computer screen, was I went and loaded up a gun and sat at my table and was gonna kill myself. I was out of here. I didn't know what to do anymore. S'il déclarera que toute la narration racontée à son encontre ne fut pas toujours exacte, bien que reconnaissant un comportement inacceptable que seule la justice pourra maintenant discuter, le mal semble cependant inéluctable. C'est alors qu'une question à $1 million débarque dans mon esprit. Peut-on pardonner de telles actions ? La rédemption est-elle possible quand l'homme en question avoue ses péchés, entre confession, dégoût de lui-même et volonté de devenir un avertissement pour les autres? Pardon et rédemption sont-ils une seule et même pensée? Comment se relever artistiquement, lui l'homme ayant de l'or entre les mains? Bon, en fait, ça fait plusieurs questions, mais les réponses, je l'espère, seront positives. Car Shaya représente toujours une partie de moi. Plutôt apaisant comme choix musical, monsieur Lefebvre. Bien vu. Tiens, plus de remarques arrogantes ou désagréables de votre part? Bon. Je vois que vos écrits avancent. C'est plutôt bien. Vous avez fait le plus dur. Tous les drames de Shaya n'ont plus aucun secret pour vous. Et vous approchez de la fin de sa carrière. Par contre, peu de mots sur vous. Shaya ne vous a pas aidé à mieux vous comprendre? Bon, écoutez, monsieur Lefebvre, c'est la fin de notre séance, donc si vous... Vous pensez vraiment qu'on peut racheter ses fautes? Je sais pas, Changer. Changer, mais vraiment. Mais bien sûr. Écoutez. La seule solution, c'est de bien vous comprendre, de vous connaître. C'est ça qui est tristement fascinant avec vous. Pendant des années, vous avez réussi à analyser des personnages à travers vos séries cultes, voire même des grands noms du 7e art. Même un esprit aussi dérangé que celui de Shaya parvient à attirer votre attention. Mais vous, monsieur Lefebvre, il semblerait que vous vouliez volontairement ne pas comprendre. Comme si vous aviez peur. Comme si vous refusiez d'être quelqu'un de bien. La vraie question, c'est... Qui êtes-vous vraiment, Valentin ? Bonne question. J'en sais rien. Disons que je me sens... différent. Comme si Shaya... Bon, non, laissez tomber. Non, continuez. Continuez quoi? Continuez quoi? Vous dire que finalement vous aviez raison depuis le départ, que je suis complètement détraqué de la tronche? Putain de bordel de merde. Évidemment que j'ai fait des conneries. Évidemment que j'étais que jalousie. J'ai constamment jalousé les autres. J'ai constamment jalousé mon prochain à un point inimaginable. J'ai voulu tout ce que les autres avaient et quand j'avais quelque chose, putain de bordel de merde, j'étais incapable de pouvoir le garder. J'étais incapable de redonner quelque chose qu'on pouvait me filer. J'étais incapable de rendre tout l'amour qu'on me donnait parce que ça me fait terroriser, putain de... J'ai jamais réussi à concrétiser ce que je voulais faire. J'ai jamais réussi, ne serait-ce qu'à une seule putain de minute, pouvoir faire en sorte qu'on m'aime véritablement pour ce que je suis. Je ne sais même pas qui je suis. J'en ai aucune putain de bordel d'idée. Vous croyez que ça me fait plaisir ? Vous croyez que c'est normal que je sois là? Et pourtant, je sais pas ce que... J'ai l'impression que j'ai envie de changer. J'ai l'impression que je suis à 2 doigts de changer. Je sais pas exactement pourquoi, mais je sais que j'en suis pas loin. Que toutes ces saloperies de fils de pute de choses qu'on a pu raconter sur moi étaient totalement fausses. Que certaines étaient vraies. Que beaucoup
étaient vraies. Mais certainement pas les pires saloperies qu'on pouvait imaginer. Je sais que je suis quelqu'un d'envieux, je sais que je suis quelqu'un de volontairement agressif, que je me suis toujours camouflé derrière tout un tas de conneries, juste histoire d'avoir aucune responsabilité. Mais aujourd'hui, des responsabilités, j'en ai au moins une. Aujourd'hui, je l'ai elle, et je veux pas la perdre, et je veux changer pour elle. Oui, elle. La seule qui a toujours véritablement cru en moi. La seule qui a été capable de m'aider vraiment pour qui j'étais. La seule qui finalement savait qui j'étais au fond de moi. La seule que j'ai véritablement aimée. Alors, qu'attendez-vous pour le faire? Vous avez envie de vous en sortir. Et ça n'a pas toujours été le cas. Devenez l'homme que vous voulez être. Ne cherchez pas le pardon. Oubliez vos anciens ennemis et soyez la rédemption que vous voulez voir en Shaya. Pardon ou rédemption. Tout un programme. Soyons d'accord, il me semble impossible de juger objectivement de ce qui serait pardonnable ou non. Acte symbolique n'appartenant qu'à soi, chaque être humain n'ayant évidemment pas le même seuil d'indulgence. Selon la religion catholique, par exemple, tout peut être pardonné, cela découlant de la nature même de l'Église. Celui-ci doit être sincère, volontaire, mais sans jamais minimiser la faute commise. Cela étant, il existe en chacun de nous, et comme le confiait plutôt Berntal, point de non-retour, figure de l'impossible à pardonner, voire même à entendre. Certaines personnes peuvent donc, et c'est compréhensible, ne jamais franchir les étapes du pardon. Mais est-ce pour autant répréhensible de vouloir comprendre le pourquoi d'une telle descente, en particulier concernant une personne pour qui nous avons un grand attachement et, au final, vouloir le voir s'en sortir par un acte de rédemption? C'est toute la question émanant de cette analyse, car Shaya assumera pleinement ses dérives et sa vision ignoble de lui-même, demandant là aussi courage pour le témoigner. Mieux, nous assistons à des paroles sincères, ne cherchant pas à être pardonnés, faisant toute la différence avec ce que j'appelle la rédemption. Au contraire d'un pardon, qui implique l'absolution des péchés par les autres, la rédemption est un geste personnel et choisi, n'appelant pas forcément à une clémence, mais dont le but est d'apporter positif en prenant compte de ses fautes et en tentant de les racheter par des actes n'appartenant qu'à nous. Fondement même de la nouvelle pensée Shia LaBeouf. I'm like a very public sinner, very fallible person in the public sphere. And so what I think now my purpose is to not do this like the other examples that we've had of how to navigate something like this, which is to go after the woman or try to like win a court case or like get back into a fucking movie or like get back on at all. My purpose, and I mean this with every fiber of my being, is to be instructive with my life so that I can be an advertisement, like a billboard for a principled way of living. L'enjeu tout autant que les termes sont alors extrêmement importants. Servir d'avertissement afin d'éviter que le monde ne fasse les mêmes erreurs que lui. Voilà un pur acte de rédemption. Lui, victime d'une vie chaotique, ayant fini par en devenir le bourreau de par sa douleur. Il n'y a presque aucune volonté d'être pardonné, conscient de ses délits, mais devenir messager de ses erreurs tout autant qu'allier parole aux actes afin de faire le bien autour de sa personne. C'est alors ici que, selon moi, le temps fera son œuvre. Car ce ne sera que dans plusieurs années, si son chemin continue honnêtement dans celui de la rédemption, que l'on pourra considérer qu'ayant aidé les autres en servant d'exemple, le pardon pourra lui être accordé. Là-dessus, vous vous demandez sûrement comment put-il en arriver là, lui n'ayant jamais voulu s'en sortir auparavant. La réponse tient en 3 points. Le premier étant une inspiration envers Mickey Rourke, Josh Brolin ou encore Mel Gibson, ayant eux aussi remonté une pente plus que jamais difficile. Le deuxième fut son dernier programme de réhabilitation, après les accusations de son ex-compagne. Jusqu'alors, aucune cure ne l'avait aidé, bien au contraire. La plupart n'étant que des demandes d'avocats ou de producteurs, ce que Shia ne souhaitait pas, devinant à l'avance qu'on lui servirait encore problème lié à l'enfance n'étant plus souci actuel. Ici, se retrouvant seul avec la honte de ses actions, ce programme l'envoya dans l'Utah pendant 3 mois sans téléphone, comprenait donc sans aucun moyen de nourrir son ego et dans un moment de réelle solitude. Faisant d'Heurchef une liste de toutes les personnes qu'il put blesser, il apprit là-bas l'esprit d'équipe, se mettant au service des autres et occultant l'énervement, les réactions impulsives et l'aigreur ayant provoqué tant de peine autour de lui. Et alors qu'il commençait enfin à voir le bout du tunnel et de la sobriété, un 3e événement inattendu frappa enfin à sa porte. L'amour. Le véritable amour. Your mother, your father, your brother, your sister, your wife, your friends, whatever. Just you and the people? Or no, the it's whole... you, the whole squad of you that are in this group. Everyone's family pops up on the screen. And week 1,
No one shows up for me. No one. They got the calls. I know they got the calls, but no one showed up. My mother, my father, no one showed up. Week 2, same thing. So I'm sitting in this room, and even the person who's like therapizing me, she's empathizing with where I'm at. Everybody else in the room, we got a dude who like, you know, this isn't just alcoholics and shit. This is like fucking arsonists and like child predators and all kind of wild people in this group, right? And I don't have nobody showing up for me. I say to my therapist, like, I'm not gonna go. You know what I mean? Like, I don't want to subject myself to this shit. Like, I'm on a path, and you know, let me just stay here. Like, I don't want to keep reminding myself of how fucked my situation is. And she says, no, I think you should show up this week. And I show up thinking, all right, my mom's gonna be on there. You know, my mom will be on. And Mia is on the screen. You don't deserve that kind of shit. You know what I mean? You don't deserve that kind of shit. I don't deserve that kind of shit. You know, I done put her through years and years of fucking nonsense, bro. You heard her voice. Like, she's like a fucking angel, you know what I mean? She's prepping a movie. She ain't got no fucking time for this, you know? But she found time, and she said, hi, Shia. And we just smiled. We had nothing else to say. But she saved my fucking life, dog. L'amour là où on ne l'attendait plus. Rencontré sur le tournage de Nymphomaniac, Shia entama une relation avec l'actrice Mia Goth en 2012. Se mariant en 2016 pour un divorce 2 ans plus tard, après une aventure tumultueuse. Pourtant, alors qu'elle était en tête de série des personnes ayant souffert de Shia, celle-ci lui accorda une seconde chance, ce qu'il décrit comme le sauvetage d'une vie. Alors qu'il ne pensait pas mériter cette tendresse, ni même être capable de la donner en retour, Mia lui offrit cet espoir, répondant peut-être à la question en or. Toute aide semble pouvoir être apportée à ceux que l'on aime malgré leurs fautes. S'il était particulièrement égoïste avant son retour, il l'a décrit comme le moteur lui permettant aujourd'hui d'avoir des principes, parlant de Mia comme quelqu'un ayant vécu l'enfer pour être avec lui. Il ne connut rien de l'amour avant elle, avant sa présence, son affection, ayant grandement peur qu'elle souffre de leur couple, peur de rien avoir à lui offrir, et voulant rationaliser l'irrationnel, l'amour. Tout simplement. C'est porté par cette bienveillance qu'il fut enfin capable de se laisser définitivement de côté, oubliant son ego et son autocentrisme afin de penser à quelque chose de plus grand que lui, le plus beau des trésors. Alors certes, nous ne sommes pas obligés de le pardonner, encore moins pour des actions impardonnables. Mais qu'il semble émouvant de voir le pire chez l'être humain évoluer pour le meilleur quand un enfant vient au monde. She is the most dynamic spark of life and most magical. It's a game changer, dog, you know? Like, you would always talk about your kid, and I was like, yeah, well, I've had a dog, as though them, like as though these loves are, like, anywhere near what you experience when you have a kid. But, you know, me and my girl been in love for a long time, but I didn't really know it, you know? I didn't really know what love was till all this shit hit the fan, and she was still around. I need guidance, and my kid is serving as some kind of ultimate, like, more than that, first of all, my kid is so fucking joyful. Like, she's just always, I've been around doctors, and maybe all doctors say this, but like, she's a part of a new purpose that I didn't have. You know, I was living for myself, and I'm honest. Yep. I'm loyal. I'm willing. I'm open. Curious. Super curious, and I'm learning how to be a man of principles. Père de la petite Isabelle depuis mars 2022, son but est maintenant pour elle, et non pour lui, de transformer son image afin de passer de salopard à quelqu'un de bien, et cela pour le jour où elle voudra en apprendre plus sur son père. Devenu également catholique pratiquant, on y reviendra, il espère que sa fille verra un homme ayant chuté, ayant été honnête sur ses défauts, mais dont la rédemption fut pour elle, pour sa femme et pour les autres. Car oui, Isabelle lui a pris l'humilité, plus belle des récompenses pour un homme dont l'ennemi principal était avant tout lui-même et son ego. Aujourd'hui, sa vie est heureuse, saine et pleine d'espoir. Si le cinéma est toujours un plaisir, il le décrira comme secondaire, ne se mettant plus au service que de projets intimes lui tenant à cœur. Son plus grand combat, se battre tous les jours autour d'un enjeu simple. S'il est capable d'inspirer et d'être un moteur pour les gens, il l'est tout autant quand il s'agit de les détruire. Eux et toute forme de bonheur les approchant. Dr Shia et Mr Labeouf, dont le bout du voyage consisterait donc à ne plus franchir son côté obscur. Berntal en parlera d'ailleurs dans l'impact ultra positif qu'il pouvait transmettre à ses enfants quand il voyait l'ancien Louis Stevens à la maison ou sur les plateaux. Like the kids still, you know, they still do, you know, the 5150 test that you taught them? Oh, yeah. About the picture and the box and all. Yeah. They do it to everybody who walks in the house. Like the little tricks, the little fucking side clown tricks you taught my kids. Yeah. They do it to everyone. Like Yeah. my little man, like they still, you're like a Pied Piper, like this huge presence in my kids' lives, and that's your ability to touch. Nouvel homme pour une nouvelle vie,
On l'espère, les fans du comédien sommeillant en nous se demanderont aussi, forcément, quel impact ces changements auront sur sa vie professionnelle. Préférant la voix d'un homme responsable pour ses proches, cela ne le dérangerait donc pas de tout arrêter. Bien au contraire, il sait que s'il venait à travailler maintenant, ce serait avec des gens ayant eux aussi vécu moments dramatiques, et du fait capables de le comprendre, de voir le bon en lui, et de prendre un risque médiatique en l'engageant. Pour le reste, il se verrait bien dans un travail simple, lui offrant toujours plus d'humilité, loin des performances et de ce qu'il représente. Son envie de raconter son histoire ne l'intéresse plus. Il n'a plus besoin d'argent, ne se lève plus le matin en se demandant quoi jouer, et sélectionnera ses rôles selon le cadre et la personne souhaitant le contacter. Confiant par exemple qu'il était impossible de refuser un rôle quand Francis Ford Coppola lui proposa par exemple son futur Megalopolis. Abel Ferrara, réalisateur mondialement connu lui accordant sa confiance pour Padre Pio, dernière œuvre en date du comédien, fut également assez compétent, habile et fou pour le vouloir, cherchant quelque chose que seul l'acteur pouvait offrir. Alors m'adressant avant tout à des cinéphiles, difficile de parler Shia sans une dernière virée au cœur d'un monastère en disant plus qu'il n'y paraît sur l'homme et la carrière. Oui, le sale gosse reste un monument de sa génération. Et il est grand temps de reparler cinéma. The Lord hasn't abandoned you. He's with you, even in the midst of darkness. You have to keep your prayer alive and receiving the sacraments. It's the way, it's the only way to be able to stay on the right road. Without the Lord, you can't do anything. Mais avant Exil en Terre Sainte, vous ne serez pas sans remarquer que 2 longs métrages, pourtant phares dans la carrière de l'acteur, furent non pas passés sous silence, mais moins illustrés que les précédents. The Peanut Butter Falcon en 2019 et Pieces of a Woman un an plus tard. Respectivement réalisés par le duo Nilsson Schwartz et Cornel Mundrusko, ces 2 œuvres ne furent cependant pas oubliées lors de mon écriture, bien au contraire, mais mises en retrait pour ce moment précis. Dévoiler double facette aussi troublante qu'émouvante chez Shia, et plus que jamais symbole de sa dualité. Oui, maintenant que nous en connaissons plus sur l'homme, difficile de ne pas voir en ces 2 fresques acting non seulement formidable du comédien, mais surtout témoin évident de sa part d'ombre et de lumière. D'un côté, il campe un Tyler aventurier, charismatique, mais surtout solitaire, aux fêlures évidentes, et tentant non seulement de se repentir de ses douleurs passées, mais aussi de proposer réels moments affectueux avec Zach, atteint du syndrome de Down et voulant réaliser son rêve, devenir catcheur. Trouvant l'amour via un road trip à travers l'Amérique profonde, la véritable Amérique, celle semblant tant lui convenir artistiquement, ainsi se dévoile le côté lumineux de Shia retranscrit en un unique film, marginal, tendre et comme un guide pour les autres. Un homme acceptant son prochain, libre de ses démons et devenant l'idée d'une tolérance si importante de nos jours. Bang. Boom. What is that? That is our special handshake. Yeah. That is our special handshake. Sean, mari d'une Martha devant faire face à la disparition de leur enfant juste après la naissance, en sera cette fois tout autre. Si la portée dramatique de Pieces of a Woman installe LaBeouf et plus particulièrement Vanessa Kirby dans les hautes sphères des performances de 2020, c'est un homme meurtri. Divisé entre profonde tristesse et envie d'aller de l'avant, tourner la page pour le meilleur et pour le pire, qui s'offre à nous, à travers protagonistes se rapprochant parfois du Californien. Tout comme lui, si ces dérives interviennent à la suite d'un drame sans égal et d'une douleur profonde et intense, elles le transformeront peu à peu de victime à homme dépassé par sa colère, sa tristesse, son manque d'empathie pourtant bien présent avant l'accouchement et faisant subir énormément à sa compagne. Tromperie, mensonges, comportements agressifs et même parfois violents sexuellement, ces thématiques feront donc tristement écho au passif obscur du comédien. Sa prestation est extraordinaire, d'amour véritable à chute libre, mais le triste parallèle à sa propre vie, ô combien tourmentée, ne peut alors que revenir en tête du spectateur. Take it and don't come back. Just tell Martha, tell her anything you want. Tell her your father's sick or you fell in love with somebody else, I don't care what. But just make sure she knows you are never coming back. Deux films, donc, pour 2 visages d'un homme dont il y aurait encore tant à dire, tant à décrypter. Mais 2 films pour un simple constat. Shia est un caméléon, capable de tout type de jeu, d'émotion, de prestance, ayant survécu au clown de son enfance afin d'enfiler la cape du clown cette fois triste, mais plus pertinent
et dramatique que jamais. Transition parfaite à notre dernière étude, aka l'une des raisons pour lesquelles il parvint à trouver l'envie d'un vrai changement personnel. La foi. And when I look at Christ on the cross, I think, is that a joyful man? As he bleeds out and dies on a cross for humanity, is that man joyful? And I think the answer is yes, that even in his suffering, that's what Christ represents for me, meaningful suffering. The story of Christ is that God became man for our betterment. So that means that he is the ultimate example, the supreme priest, the ultimate redeemer. If I look at Christ on the cross, I think that's very instructive. And the full story, I believe, is that Christ is in maximum joy in that moment. He is fully in his purpose. And that's, if you can tap into how you can use your suffering to help other people, that is maximum joy. Nous sommes en 2022, quand le réalisateur Abel Ferrara, à ne pas confondre avec Manuel et encore moins vu le sujet, s'associe à Shaya pour une virée post-Première Guerre mondiale autour de Saint Padre Pio. Entre dévotion, controverse, célébrité et espoir liés au prêtre capucin italien. Connu pour avoir été marqué de stigmates et autres phénomènes mystiques, Pio fut l'objet d'une ferveur populaire hors norme, attirant énormément de fidèles dans sa commune de San Giovanni Rotondo. Et avant même de parler cinéma, cette découverte fut un des éléments amenant à un nouveau départ pour la Boeuf. Afin de s'imprégner au mieux de sa personnalité, il passe 4 mois dans une voiture devant le monastère San Lorenzo Novicia, à Santa Ines, apprenant cette culture avec différents frères et attendant d'être accepté par eux. À son arrivée, il n'était d'ailleurs pas en quête de spiritualité, mais simplement de perfection artistique afin d'être le meilleur possible devant la caméra. Professionnel même si optant pour la facilité, sa première surprise fut alors de voir les prêtres rire, vivre avec bonheur et simplicité, ressentant alors comme une sensation de miracle. Les rires, fait d'armes l'amenant peu à peu vers la voie de la religion. Puis des rires vint alors l'apprentissage, l'expérience, puis la conversion au catholicisme. Discuter d'hommes comme Saint Augustin ou Saint François d'Assise sur place fut, par exemple, d'un grand réconfort pour lui. 2 hommes aux vies difficiles, mais en ayant fait une force, expérimentant le pire afin d'aider les autres et se trouver eux-mêmes. Sur le tournage, il n'y avait pratiquement que des frères autour de lui, et très peu de comédiens, le forçant à l'humilité. Humilité l'amenant à la prière, ce qu'il décrit aujourd'hui comme salvateur. Il ne voulait plus uniquement du rôle, mais bien embrasser cette idéologie, à l'instar d'un Pio invitant le chaos et la douleur dans sa vie afin de souffrir pour les autres et en faire une mission, aider et guider vers d'autres chemins. Depuis toujours, Shaya aussi se déclarait comme une représentation de la douleur, brisé devant la caméra car étant ce qu'il savait faire de mieux. Et alors que le sujet semblait ô combien difficile, il décrit toutefois celle-ci comme la performance la plus calme, saine et humaine qu'il n'ait jamais eu à faire. Dévoilé à la Mostra de Venise pour sa première en Italie, bien que très peu médiatisé, Shaya fut enfin capable de se trouver lui-même, embrassant mode de vie l'aidant énormément par la suite. Et pour le spectateur, le résultat s'en ressent. Shaya ne joue plus. Il devient cette dualité entre stigmate et espoir, à la lutte contre un fascisme italien grandissant et devenant choix parfait pour un rôle d'une telle envergure. Abel Ferrara, adepte des mises en lumière de la corruption, des problèmes humains, mais aussi de la religion, offre nouveau récital à sa filmographie. Oui, messieurs, dames, que l'univers cinématographique est beau, loin des blockbusters aux millions de dollars. Get out! I have a question for you. Shut the fuck up! Say Christ is Lord! Say Christ is Lord! Get out! Démesuré, complexe et d'une précision éblouissante, un rôle peut-il maintenant faire écho à un pardon ou une rédemption? Un homme repenti peut-il donc être sauvé, pour le meilleur et partant du pire? Y a-t-il une possible rédemption ou un pardon vis-à-vis de Shia LaBeouf? Je pense que la question est assez compliquée parce que aujourd'hui, en 2024, c'est un homme qui raconte ses souffrances, c'est un mec qui raconte qu'il a aujourd'hui un bébé, qu'il a une femme, qu'il a vécu des choses assez difficiles. Ouais, la rédemption, à partir du moment où on reconnaît s'être trompé, avoir emprunté un mauvais chemin, et oui, la rédemption, elle est possible pour tout le monde à partir du moment où elle est sincère et puis vécue, assimilée comme quelque chose, comme quand on se dit je me suis trompé, quoi. Ça arrive à tout le monde et le reconnaître, c'est déjà incroyable que quelqu'un dise putain, je me suis trompé, quoi. De toute façon, si tu veux avancer, il faut forcément faire un mea culpa à un moment donné, hein. Alors, si c'est vers les autres, c'est une chose, faut avoir les couilles de vouloir le faire. Le pardon, c'est plus compliqué parce que ça dépend pas de soi, le pardon.
La rédemption, c'est quelque chose de personnel en même temps. Mais le pardon, il doit aussi venir des autres. Alors après, tout dépend de ce qu'on a fait. Est-ce que le pardon est possible? Bah oui, pour certaines situations, il y en a d'autres où je pense qu'il est très très difficile. Mais donc oui, la rédemption, oui, pour moi, elle est tout à fait possible. Le pardon, je veux y croire qu'il soit possible dans l'absolu, même si oui, si on va dans certains points difficiles, il est plus que difficile, quoi. S'avouer les choses entre soi et soi, se dire non là j'ai été vraiment un gros con, on va encore croire que alors que je suis pas comme ça dans la vie. Je suis vachement avec ces questions-là avec moi-même. Donc moi avec les autres parce que j'ose pas, c'est de la timidité. Mais par contre avec moi je suis assez honnête. Je sais mes qualités, mais je connais aussi beaucoup mes défauts. Le pardon qu'il doit donner, c'est aux gens à qui il a peut-être blessé, aux gens qu'il a peut-être fait souffrir. Je pense que la rédemption, elle est juste très personnelle. Et est-ce qu'il arrivera à comme j'ai dit, à se pardonner à lui-même et à arriver à vivre avec ce qu'il a fait, ce qu'il est devenu, la personnalité qu'il a réussi à construire avec le temps, ou même déconstruire d'une certaine façon. Sauver Shia LaBeouf. Au début de ce récit, autant vous dire que c'était ma grande croisade. Mais il semblerait qu'avec Mia Goth, la petite Elizabeth et l'impact de la foi, l'enfant de Los Angeles n'ait finalement plus besoin d'aide. Mieux, qui aurait pu croire qu'au détour de son existence, c'est bien lui qui finirait par m'aider, me montrer qui j'étais, et ce dont j'avais tant besoin. Oui, j'ai été arrogant, égocentrique, méprisant, et d'une empathie inexistante envers mon prochain pendant tant d'années, faisant passer ma vie, ma réussite et mon besoin d'exister avant les autres. Tout comme lui. J'avais peur des sentiments, pensant que l'amusement sous toutes ses formes était la réponse alors que ce n'était qu'une perte de temps, et faire le mal semblait bien plus facile que de devoir assumer l'amour, et le rendre. Idem concernant l'amitié. Tout n'était qu'ego, sarcasme, cynisme et carapace, principalement pour cacher ma peine ou des moments difficiles, jusqu'à devenir une violence gratuite. Alors certes, je mentirais si je disais ne plus avoir aucune part d'ombre, à ceci près que je les assume dorénavant avec sincérité. Et c'est en travaillant sur Shia que je fus enfin capable de comprendre ce qu'au fond, je savais déjà à mon égard. Ce que je n'aurais jamais imaginé, en revanche, c'est que nous furent sauvés par la même chose. Car oui, si je me suis réveillé, c'est bien grâce à la plus extraordinaire des compagnes. Voilà pourquoi je me sens aussi proche de Shia. Pourquoi je veux tant croire en son renouveau. S'il est impossible de prédire l'avenir, je sais que mon présent est maintenant porté sur l'amour. Mon amour. Unique personne me poussant à voir plus loin que mon égoïsme, ma douleur ou ma solitude. Tomber amoureux de façon pure et réelle, véritable, c'est accepter de renaître pour quelque chose de plus important. Et c'est ce qui arriva à Shia et moi. Sensation étrange qu'au-delà d'un acteur extraordinaire et percutant, tantôt incompris, tantôt formidable, une grande part de mes souffrances trouvèrent des réponses à travers les siennes. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Just do it! J'ai passé 1h30 de documentaire à dire qu'il fallait pas résoudre Shia LaBeouf à ça, et au final en scène post-générique je fais ça. Putain, c'était ça ou Johnny Sins, de toute façon, quel tocard. Some people dream success. Don't let your dreams be dreams. You should get to the point where anyone else will quit, and you're not gonna stop there. So just do it. Make your dreams come true.